très heureux de vous recevoir. GHR Paris Île-de-France, moi je suis Valium Noïki, la vice-présidente. Donc notre président qui est là, Pascal Mousset, et notre trésorier général aussi, qui par Olivier Mailleras. On vous accueille ici chez moi, on est au Patio Opéra. Voilà, alors ceci étant dit, pour nous c'est un sujet vraiment très important, qui est majeur. Et au GHR Paris, on souhaite le traiter de manière extrêmement sérieuse. Voilà. Parce qu'effectivement les enjeux sont forts, importants, on est dans des périodes d'instabilité forte. Et contrairement à ce qu'on pense, effectivement, il n'y a pas que les grandes multinationales qui sont touchées par les attaques et par des produits qui seraient, instables ou pas très fiables. Donc, on souhaite vraiment faire des interventions, des cycles de conférences extrêmement documentés et sérieux. Donc, on a des intervenants à vous présenter et on a fait appel à un cabinet externe qui s'appelle EOCosmo. Donc, Lutrin le représente parce qu'on ressentait qu'on avait besoin d'expertise. Nous sommes des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. On s'intéresse au sujet, mais on n'est pas évidemment des experts. Donc voilà. Merci Olénie d'être là et je te passe la parole aussi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et justement, d'abord un grand merci pour votre présence parce que je sais que pour il est difficile de se dégager du temps pour assister à une conférence. Et je suis persuadée que ce matin, vous avez même déjà dû gérer des problèmes de personnel, des problèmes de livraison. Bref, la présidente d'un établissement, et c'est votre quotidien. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, on vous parle d'intelligence artificielle. Alors, d'un prime abord, on pourrait penser que c'est un peu hors sol par rapport à votre quotidien, votre réalité terrain. Et pourtant, ce que l'on va vous dire durant ce cycle, c'est la première conférence qui initie ce cycle sur l'IA, c'est que l'IA n'est pas un gadget. Ce n'est pas un énième outil qui va s'empiler sur votre millefeuille technologique. C'est une rupture, c'est une révolution et c'est la 4e révolution à l'ISPO. Et la vraie question, ce n'est pas quels outils choisir, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas vous donner une liste exhaustive de toutes les solutions qui sont sur le marché. Notre objectif, c'est de vous donner le mode d'emploi, comment bien choisir les technologies, quel réflexe avoir pour bien choisir la technologie qui va vous permettre ensuite d'augmenter votre rentabilité. Et la question qu'il faut vraiment se poser, c'est plutôt que faites-vous de ce que vous avez déjà, à savoir vos données? Que faites-vous de cette matière brute qui parfois dort dans vos établissements et qui pourrait être utilisée pour augmenter votre rentabilité? Et donc aujourd'hui, nous allons initier ce cycle avec cette conférence aux données pales de l'or, comment les sécuriser, les exploiter pour augmenter la valeur que votre fonds de commerce. Et tout au long de cette conférence, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Laurent Verdier, donc directeur sensibilisation de cybermalveillance, qui nous expliquera en quoi consiste cybermalveillance et comment cybermalveillance peut nous aider à lutter contre la cyberattaque. Ensuite, nous avons Lisa Petro, qui est donc de la société Malou, associée experte en réseaux sociaux, là c'est avec la partie exploitation. Comment les données vont vous permettre de fidéliser votre clientèle, donc déjà de pérenniser votre activité, mais aussi d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et enfin, Maître Jérôme Mulliard, qui va nous expliquer comment, en sécurisant vos données, en les exploitant, vous allez augmenter la valeur de votre société. C'est ça aussi tout l'intérêt. C'est comment, aujourd'hui, ma société, mon établissement peut prendre de la valeur si je sécurise et si je sais bien exploiter les données. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, si vous voulez vous asseoir, parce que je vais un peu parler, je vais monopoliser un peu la parole. Donc, si vous voulez... Vous d'asseoir, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux correcter de la lumière? Oui, on va faire. Oui, un petit peu ici, ouais. Merci, messieurs. Alors, petit travail d'imagination, là vous allez assez bien vous projeter. Imaginez-vous devant un coffre-fort, rempli d'or, jusque-là, pas trop compliqué à imaginer. Mais le problème, c'est que, contrairement à l'image, vous ne savez pas l'ouvrir. Alors, votre coffre-fort, c'est votre entreprise. L'or, ce sont les données que vous avez. Vous en possédez déjà beaucoup, que vous soyez très petite entreprise, que vous soyez une multinationale. Vous avez tous des données sur vos habitudes et les habitudes de vos clients.
les habitudes de consommation, des données sur la gestion de vos stocks. Vous avez également des données sur vos équipes, leur planning, leurs données personnelles. Et toutes ces données, si elles sont bien utilisées, peuvent littéralement transformer votre activité. Alors pourquoi est-ce que je compare les données à de l'or ? Tout simplement parce qu'une société qui sait bien sécuriser, qui a le bon coffre-fort, et qui sait fructifier son or, a la possibilité non seulement de booster son chiffre d'affaires, de diminuer ses coûts d'exploitation, mais en plus d'augmenter la valeur de son entreprise. Bien sûr, tout cela s'accompagne d'un défi, c'est la protection des données. C'est pour ça que nous allons aborder 3 sujets tout au long de cette conférence. Le premier, ça va être la protection. Aujourd'hui, on ne peut pas se lancer dans l'IA, on ne peut pas se lancer dans n'importe quelle technologie, quelle que soit l'application que vous avez, le logiciel que vous avez. Si vous n'avez pas ce prérequis, à savoir un système qui va bien protéger vos données, ce sera l'échec assuré de toute stratégie à base. Aujourd'hui, il faut penser vraiment protection de la donnée, et on le verra, protection contre les captations légales et une protection contre les captations illégales, donc les cyberattaques. Ensuite, ça va être donc comment prendre conscience de la valeur stratégique de vos données et comment la valoriser pour faire grandir votre entreprise et augmenter sa compétitivité. Lorsque une personne rentre dans votre établissement et part sans délai, généralement, tout de suite, vous avez un plan d'action, vous avez système d'alerte, sécurisation, protection de vos intérêts financiers. Pourtant, chaque jour, des entreprises se font piller leurs données. Et le plus inquiétant, c'est que bien souvent, elles ne s'en rendent pas compte. Et parfois même, on va même pousser le vice plus loin, elles paient pour qu'on leur pille leurs données. On va prendre un exemple concret. Donc c'est pour ça que quand je parle de sécurisation des données, on pense généralement tout de suite cyberattaque. C'est vrai, et on va le voir avec Laurent Verdier, c'est un gros sujet pour vous et pour votre clientèle, pour votre établissement. Mais il faut aussi avoir le réflexe de penser captation légale qui vont vous appauvrir. Ça, après, il faut prendre conscience. Et un exemple concret, on va prendre les plateformes que vous connaissez bien, Booking, The Fork, alors le but, c'est pas stigmatiser des plateformes, hein. C'est simplement que vous sachiez comment elles fonctionnent et quelle est leur véritable monnaie économique. Parce qu'au-delà du service qu'on veut bien vous vendre en disant c'est génial, passez par nous, vous occupez de rien, on s'occupe de tout, vous vous occupez tellement de rien qu'ils en viennent à capter vos données, à les exploiter à votre place. Donc aujourd'hui, très clairement, ce sont vos données que ces plateformes ont et des habitudes de consommation de vos clients. Ce sont finalement les données bancaires, bref, toutes ces données-là que vous pourriez exploiter vous-même. Et je dirais, pire encore, c'est que non seulement vous créez des données, mais en plus vous payez des commissions, parfois élevées, qui vont entamer votre marge et donc votre rentabilité. Donc, on voit bien que le modèle économique est un peu à la sens unique. Et cela se retrouve même dans les grandes plateformes, que ce soit Meta, que ce soit Google, que ce soit Snazot. Ils sont tous présents dans les grands salons professionnels qui finalement conservent aussi votre profession. Tous vont vous dire, on vous rend des services, nos solutions sont extraordinaires, bon, eux comme d'autres, pour les applications qui sont sur le marché. Mais il va falloir avoir le réflexe de savoir ce que veut dire véritablement, quel service ces plateformes rendent, et surtout, on s'aperçoit qu'elles vont capter les données et qu'ensuite, elles ne vont jamais vous reverser la part équitable qui vous revient, puisque ce sont vos données. Donc le modèle économique est le suivant, ça met donc une captation gratuite de vos données, elles construisent des produits finis qu'elles vont vous revendre, notamment des IA, justement. Elles vont vous revendre à plus fort. Donc c'est à double peine. Non seulement vous ne récoltez pas le fruit de l'exploitation des données, mais en plus vous allez payer des produits qui ont été faits grâce aux données que vous leur avez données. Donc l'objectif, très clairement, ce n'est pas de vous aider, c'est vraiment de capter les données.
Pour lutter contre ces captations légales, le réflexe, ça va être quoi? Ça va être d'étudier les conditions générales d'utilisation, de poser des questions. Comment sont exploitées mes données? Comment fonctionne votre modèle économique? Donc d'être vraiment curieux. Aujourd'hui, un choix technologique, c'est vraiment un choix politique. Quand on gère aujourd'hui une entreprise, eh bien, il va falloir poser certaines questions. J'ai envie de comparer aujourd'hui, certes, vous n'êtes pas producteur de légumes, vous n'êtes pas éleveur, mais pour vos restaurants, ou vous n'êtes pas spécialiste dans l'épicerie, mais il n'empêche que pour vos établissements, vous avez des cahiers des charges spécifiques en fonction de vos cibles. Vous allez choisir tel fournisseur de légumes, tel éleveur, tel fabricant de literie, parce que ça correspond vraiment à un cahier des charges précis. Pour la technologie, aujourd'hui, ça va être pareil. Il va falloir que vous ayez vos propres cahiers des charges pour choisir la technologie qui correspond à votre stratégie et qui correspond surtout à votre clientèle. À partir de là, il y a un deuxième sujet concernant la captation légale, c'est l'autre question à poser à vos fournisseurs d'applications, ça va être où sont stockées les données. Parce que aujourd'hui, il y a certains droits étrangers qui vont s'appliquer, des droits américains, des droits chinois. Si vous utilisez des technologies américaines ou chinoises, les gouvernements peuvent capter les données. Alors vous allez me dire, oui, on est trop petit, qui ça pourrait l'intéresser? Détrompez-vous, parce que aujourd'hui, vous pouvez accueillir une clientèle d'affaires, des politiques, qui, eux, sont intéressants pour certains gouvernements. Et aujourd'hui, les restaurants, les hôtels sont des capteurs de données stratégiques. Et si vous voulez finalement faire de votre chambre d'hôtel, par exemple, une bulle de sécurité pour votre clientèle d'affaires, ça peut être aussi une nouvelle offre à développer, mais ça peut être aussi une vraie stratégie de développement de votre business. Petite attention à accorder au fait que le fait de choisir une société française, ça peut être un faux ami. Une société française peut très bien stocker vos données chez Amazon. Donc c'est pas parce que c'est une technologie française que c'est super. Non, il faut avoir ce réflexe de poser les bonnes questions. Donc encore une fois, ça fait partie du cahier des charges des choix des technologies. Où sont stockées mes données? Comment elles sont-elles sécurisées? Comme ça, déjà, vous avez une bonne base. Et bien évidemment, au-delà de la captation légale, nous avons les captations illégales, à savoir les cyberattaques. Gros sujet pour votre profession. Et justement, pour aller plus loin, nous allons accueillir Laurent Verdier, directeur de sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr, qui est là pour nous apporter un éclairage très concret sur les risques réels que vous encourez, les méthodes d'attaque les plus fréquentes et les bonnes pratiques à mettre en place. Alors, Laurent, effectivement tout ça. Laurent, merci pour votre venue, votre intervention. Pour justement éclairer un peu nos adhérents sur les fonctions de cybermalveillance, cybermalveillance.gouv.fr, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, bonjour à toutes et à tous. Cybermalveillance.gouv.fr constitue le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Avant de commencer de rentrer dans le bois dur, je tiens très chaleureusement à remercier GHR Île-de-France pour cet accueil sur ce site magnifique. On est intervenu au niveau du GHR lors de votre salon Équipe Hôtel. C'était un grand plaisir et je tiens à relever, parce que c'est pas toujours le cas, qu'en tant que groupement professionnel, vous relayez vraisemblablement très régulièrement nos contenus. Et voilà, bravo et merci pour vos adhérents. C'est important puisque à notre niveau, rien n'est payant, tout est gratuit. Nous sommes un dispositif d'intérêt général. Nous avons été lancés en 2017, fort du constat de nos autorités qu'il existait un énorme trou dans la raquette pour 3 publics et pour 3 missions essentielles. Les particuliers, les PME, les TPE, les collectivités territoriales, pour une mission d'assistance immédiate en ligne si jamais vous êtes victime de cybermalveillance, une mission de conception et de mise à disposition complètement gratuite de contenu sur l'actualité des cybermenaces et avec des outils de sensibilisation. Et quand je dis d'information, attention, notre challenge depuis 2017, et nous le tenons, c'est de nous adresser au plus grand nombre.
Certains d'entre vous connaissent peut-être l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'autorité nationale en France dans le domaine de la SSI, sécurité des systèmes d'information. Alors effectivement, ils créent, ils mettent à disposition des fiches techniques. Je vous rassure, au bout de 30 secondes, on ne comprend plus rien. C'est normal, c'est réservé à des techniciens, à des ingénieurs, à des responsables des RSSI. Voilà, nous c'est vraiment l'inverse. On a été incubé par l'ANSSI en copilotage avec le ministère de l'Intérieur. Et justement, on nous a demandé d'écrire pour être compris du plus grand nombre. Ça veut dire quoi? Pas d'acronyme, pas d'anglicisme et pas de nom de technologie. Donc méfiez-vous, vous allez tout comprendre. Voilà. Et enfin, troisième mission, globalement, aujourd'hui, avec, je crois, plus de 12 millions, 15 millions de visites sur le site, dont 1 400 000 recherches d'assistance de victimes de cybermalveillance, j'aime à dire et à penser que nous avons un lien direct avec l'opérationnel. Ce qui fait qu'effectivement, qu'est-ce que nous percevons aujourd'hui en termes de menaces? Alors là, le focus, il est volontairement fait sur nos publics professionnels. Qu'est-ce que nous percevons en termes de menaces aujourd'hui pour vous, pour vos établissements? Alors, j'ai mis un petit comparatif. Vous voyez qu'il n'y a pas de grand Raoult de 2023-2024. Donc, à gauche 2023. Et là, c'est un petit peu un scoop. On l'a publié très récemment à l'occasion d'un salon, et je vous invite à venir vous servir après. Qu'est-ce qu'on perçoit comme type de menace pour les PME, les TPE et les associations? La première et la menace majeure, vous vous en doutez, c'est l'hameçonnage. Faux mail, faux SMS, appel téléphonique bidon, par le biais duquel un interlocuteur va usurper la qualité, va se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et en général, un interlocuteur de confiance, un contact, un ami, et va mettre en place une théâtralisation, une mise en scène, de manière à ce que vous lui remettiez volontairement des éléments que vous n'auriez jamais communiqués en temps normal. Ça peut être un couple identifiant mot de passe, d'accès à un service donné, ça peut être de cliquer sur un lien. Alors, c'est pas le lien en tant que tel qui est dangereux, hein, c'est souvent le formulaire qui est au bout du lien et que vous allez remplir avec des informations financières, professionnelles, confidentielles, des adresses, une date de naissance. Et là, ces données-là vont être très rapidement réutilisées par les attaquants contre vous ou contre vos contacts ou vos clients. Donc vraiment, l'hameçonnage, c'est ça. Pour nous, c'est la menace majeure parce qu'on est passé d'un mode opératoire qui se suffisait à lui-même. Vous vous souvenez toutes et tous de ces vieux mails mal fagotés qui venaient soi-disant de notre banque en disant les serveurs sont en maintenance cette nuit, veuillez rentrer de nouveau votre identifiant, vos mots de passe pour accéder à nos services. Non. Maintenant, ils chassent très très large, c'est la pêche au chalut, et derrière, ils vont très rapidement réutiliser ces données dans une optique frauduleuse. C'est devenu le couteau suisse de la cyberattaque. Et le préalable souvent à d'autres attaques derrière, une réutilisation frauduleuse de la donnée. Et attention, on a vraiment constaté que le laps de temps entre la collecte frauduleuse, donc le mail d'hameçonnage ou le SMS, et la réutilisation à proprement parler, diminue de plus en plus. On a affaire, face à nous, à des gens très réactifs. Avec l'utilisation d'IA. En plus. En plus, c'est le coup de grâce, c'est que l'IA est aussi utilisée par les cybercriminels. Alors nous, l'IA, aujourd'hui, on la voit plus comme une arme par destination, un outil qui va être utilisé pour augmenter la performance, pour mieux contextualiser, pour personnaliser le message d'hameçonnage, l'appel, et qui va vraiment, du coup, donner de la profondeur à l'arnaque, à l'escroquerie. Je vous rappelle que l'escroquerie, c'est vraiment de la mise en scène. Et le but, c'est de tromper l'utilisateur. Et donc, l'IA, aujourd'hui, on l'aperçoit comme ça. Deuxième menace, c'est ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Tout simplement que nous avons tous démultiplié. Les confinements qui ont marqué la crise sanitaire ne sont pas les seuls responsables, mais nos activités ont radicalement changé depuis quelques années. Et nous avons démultiplié les accès, les comptes en ligne. Et malheureusement, nous ne protégeons ces accès, ces comptes en ligne, souvent, trop souvent, qu'avec des mots de passe trop faibles, trop facilement devinables, ou alors un mot de passe fort. Je vais écouter les préceptes de l'ANSSI. Ça va être 16 caractères. Je vais mélanger des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Mais je vais utiliser ce mot de passe pour tout. Voilà, on est d'accord. Pour tous mes services. C'est-à-dire que si les attaquants
se procurent d'une manière ou d'une autre ce mot de passe, même fort, ils ont accès à l'intégralité de nos identités et de nos activités numériques. Et ça arrive malheureusement de plus en plus souvent. Et troisième menace que malheureusement vous devez connaître également, les rançongiciels, les ransomware en anglais, ces petits programmes malveillants qui vont, une fois que les attaquants se sont introduits sur vos systèmes d'information, vont mettre en œuvre ce qu'on appelle un chiffrement massif, c'est-à-dire qu'ils vont rendre complètement inopérantes toutes les données qui sont sur vos réseaux ainsi que sur tous les ordinateurs et ou les sauvegardes, si elles sont connectées au réseau malheureusement, et les rendre inopérantes. C'est-à-dire que vos programmes qui s'appuient sur des bases de données pour fonctionner vont tous être en carafe. Pourriez-vous aujourd'hui exercer votre activité, quelle qu'elle soit, dans le domaine de la restauration de l'hôtellerie, sans vos outils informatiques? Je vous laisse imaginer le retour à l'âge de pierre. Eh bien, un ransomware, c'est ça. Tout est chiffré, tout est en rideau, tout est inopérant, et les attaquants demandent le paiement d'une rançon. Alors là, c'est piégeant parce qu'on tombe dans un espèce de vrai faux modèle économique, sachant qu'en face, on a des voyous. Ils l'ont fait pour les hôpitaux, pendant la crise sanitaire. Donc, on n'a pas de moralité en face. Ils vont 2 fois payer la rançon, mais pour autant... Et ils demandent effectivement le paiement d'une rançon pour, soi-disant, vous faire recouvrer l'utilisation de vos données. Donc ça, c'est vraiment les trois menaces majeures que nous percevons. Alors, vous vous rendez bien compte que ce sont plus des modes opératoires génériques que des attaques spécifiques. On viendra avec un exemple d'attaque spécifique. Qu'est-ce qu'on perçoit en augmentation, notamment ce qu'on appelle le faux ordre de virement. C'est-à-dire que, suite à un piratage de compte en ligne, effectivement, les attaquants vont avoir accès à des factures, à des RIB, et là, ils vont réaliser, à votre préjudice ou à celui de vos contacts, de vos fournisseurs, de vos prestataires, des facturations frauduleuses, fictives, en votre nom, et bien sûr, le paiement va être réglé sur un compte bancaire tenu et ouvert par les attaquants, et la violation de données. On en a beaucoup parlé en 2024 avec des fuites de données majeures, fédérations sportives et autres, établissements publics. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nos concitoyens, c'est un vrai sujet de pouvoir confier ces données en toute sécurité à un tiers qu'ils pensent être de confiance. Et en tant que professionnel, vous devez aussi de mettre en place un ensemble de mesures destinées à sécuriser les données personnelles, financières, bancaires que l'on vous confie. C'est très important. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Aurélie? C'est parfait, comme d'habitude, je veux dire. Donc, troisième, question, dans le cas, alors, même si on a mis tout en œuvre dans notre établissement, dans le cas de cyberattaque réussie, quels sont vraiment les réflexes à avoir, les bonnes actions à mener pour minimiser, j'ai envie de dire, les pertes? Alors, qui suis-je pour vous répondre? Directeur sensibilisation du GIP, du groupement d'intérêt public ACIMA, qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Je suis mis à disposition du GIP par le ministère de l'Intérieur. Mon vrai métier, c'est officier de police. J'ai donc travaillé une quinzaine d'années dans le domaine de la cybercriminalité judiciaire, dont 5 à l'agence, à l'ANSSI, au sein du centre de cyberdéfense. Tout ça pour vous dire, pas pour vous dérouler un CV, mais pour vous dire que j'ai vu beaucoup de cyberattaques et surtout, j'ai pu constater que la première réaction en cas de cyberattaque majeure, c'est la panique. On n'est plus avec des systèmes et des réseaux de confiance, ça ne fonctionne plus. Et avant de rentrer dans le détail de ce qu'il faut faire quand on est confronté à ce genre de choses, on le dit mais il faut le répéter, le meilleur moyen de répondre le mieux possible à une cyberattaque, c'est de s'y préparer. Il n'y a pas 36 000 recettes. Donc, informez-vous, sensibilisez-vous, préparez-vous. Si je vous dis plan de continuité d'activité, si je vous dis gestion de crise, si je vous dis plan de reprise d'activité, voilà. Aujourd'hui, c'est des notions auxquelles vous devez d'être intéressé, de comprendre pour, stratégiquement parlant, bien sûr, je ne vais pas vous demander d'aller paramétrer vous-même en ligne de commande votre firewall pour filtrer les flux entre ce qui sort de votre réseau et ce qui rentre. C'est pas votre job. Par contre, décider de confier cette tâche à un prestataire de confiance, c'est votre job. En tout cas, j'estime le penser. Que faire dans un premier temps? Alerter, bien entendu, votre responsable informatique, votre prestataire informatique.
isoler autant que faire se peut les systèmes attaqués pour éviter ce qu'on appelle une latéralisation, c'est-à-dire permettre à un attaquant de passer de l'un de vos segments de réseau à un autre segment de réseau, d'une application à une autre application. Constituer une équipe de gestion de crise, bien sûr pour une attaque d'ampleur. C'est pas la tentative d'hameçonnage qui a échoué qui réclame ça. Tenez un registre, une main courante des événements. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'affolement, dans la panique, dans l'urgence, on fait plein de choses. Et ensuite, quand les personnes qui sont en charge de remettre votre réseau en sécurité, ou les policiers ou les gendarmes qui vont devoir enquêter sur ce qui s'est passé, il faut éviter de confondre les connexions, vos connexions, pour remettre un système en route, et celles des attaquants. Donc, notez qui fait quoi, à quelle heure, tenir la main courante, et attention, on oublie très vite. Quand on reste 72 ou 96 heures sur le pont, parce que c'est la panique à bord, on aura des témoignages tout à l'heure, mais on s'en mêle vite les pinceaux. Et bien sûr, autant que faire se peut, préserver les preuves de l'attaque dans une optique de dépôt de plainte. Je me permets juste d'insister avant de vous repasser la parole, Aurélie. La gestion de crise, c'est bien entendu les premiers réflexes, rentrer dans la crise, mais ensuite c'est la piloter au quotidien. Une crise cyber avec un chiffrement massif de toutes vos données, ça peut durer plusieurs semaines. C'est un marathon. C'est un marathon. Et enfin, la sortie de crise. Très important, trop souvent négligé, parce que on est tous pressés de retourner travailler. Ouf, ça remarche, donc vite, non. Il faut tirer les leçons d'une crise, parce qu'il y a forcément des choses qui n'auront pas fonctionné. Et ça, on doit en tirer la leçon, s'améliorer pour, si jamais, malheureusement, ça s'est amené à se reproduire, mieux gérer cette seconde crise. Effectivement, c'est vraiment ce cercle d'amélioration continue. Alors, je vous ai apporté de la doc, vous viendrez vous servir à la fin. Il y a effectivement cette fiche, les premiers réflexes en cas de cyberattaque. Et comme le dit Laurent Verdier, effectivement, l'important, c'est d'avoir en amont, d'être préparé, d'avoir une procédure interne pour anticiper. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, quelque part. Et justement, je dirais, d'après vos perceptions des menaces, quelles sont les vulnérabilités qui permettent aux attaquants de parvenir à leur fin? Quels sont vraiment les points, je dirais, de faiblesse qu'on retrouve un peu de partout et qui sont un peu communs à tout le monde? Principalement, en termes de vulnérabilité, on tourne autour de 3 axes. Des vulnérabilités d'ordre technique. Tous vos logiciels sont-ils à jour? Est-ce que vous y avez appliqué des correctifs de sécurité? Parce que pas la seule, mais l'un des moyens de rentrer sur un système d'information, c'est justement, de l'extérieur, d'exploiter ce qu'on appelle une vulnérabilité, c'est-à-dire un trou dans la raquette au niveau de votre logiciel, qui sert de barrière entre Internet et votre système d'information, ce qui va permettre aux attaquants de mettre le pied sur le SI. Et ça, malheureusement, ça arrive encore. Donc, technique, organisationnelle. Et là, on reste effectivement dans la préparation à une gestion de crise. Qui fait quoi si jamais ça tourne mal? Qui fait quoi? Comment on s'organise et qui décide? Et enfin, les vulnérabilités humaines. Et c'est vrai que, j'ai pas de chiffre exact à donner, mais je dirais que 99% des attaques aujourd'hui ciblent l'humain. Mais il faut pas rêver, les attaquants sont comme nous, sont un peu feignants. Il est beaucoup plus facile de tromper quelqu'un, notamment avec l'aide de l'IA, aujourd'hui, qui se démocratise beaucoup, que de créer un programme de toutes pièces qui va devoir contourner des dispositifs de sécurité dont certains ont pu être certifiés par l'ANSSI. Donc, l'utilisateur, pour nous en tout cas, est au centre de la problématique. Il en est également la clé. D'où l'importance de la formation de vos équipes et de tester vos équipes au fil de l'eau. C'est très important pour effectivement qu'ils montent en compétences et qu'ils acquièrent des nouveaux réflexes, une hygiène numérique qu'ils n'avaient pas forcément au début. Et justement, pour témoigner de ce sujet crucial que sont les cyberattaques, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monira Sailly, qui est donc la chaîne réceptionniste de l'hôtel Louvre, Sainte-Anne, et qui va finalement témoigner d'une cyberattaque Bandeletti Journalist Team et vous expliquer toutes les conséquences que cela a eu et les conséquences qu'elle subit en temps aujourd'hui. Bah oui, ouais. Bon, alors moi je suis un hôtel, un 3 étoiles de 20 chambres au centre de Paris. Et le 4, enfin, comment je commence? Alors le 14, enfin,
Le 14 décembre, j'ai reçu des emails provenant de clients qui n'existaient pas sur mon PMS, du coup de Booking. Du coup, j'ai été sur l'extranet de Booking et là, j'ai découvert 200 réservations étalées sur toute l'année avec des tarifs allant de 2 € à 100 €. Donc, très concentré sur juin et septembre, hein. Forcément, à ce prix-là, c'est un bon deal. Ouais. Et du coup, bon, bien sûr, panique en me disant qu'est-ce que c'est. Donc je regarde, je vois toutes ces réservations là. Donc ouais, gros coup de panique. D'ailleurs, je suis resté à l'hôtel donc de 7h30 à presque minuit pour répondre à chacun des clients en disant qu'il y a une erreur. Enfin, bien sûr, c'est tombé le week-end. Et en regardant mon extranet, je vois le 13 décembre à 18h une personne en Pologne, hein, j'ai fait mon enquête, enfin on a fait notre enquête, qui désactive notre channel management. Donc comme ça, je reçois pas de réservation sur mon PMS. Qui va sur qui active un autre channel qui s'appelle Smoodoo. Enfin, c'est un channel en fait, je me suis renseignée, qui offre 15 jours de gratuité, enfin d'essai. Donc voilà, 15 jours, il a le temps de me remplir l'hôtel à 2 €. Et tout ça, c'était pour capter les cartes bancaires des clients, bien sûr. Et j'ai contacté Booking qui, je pensais, avec un simple bouton, stopperait l'hémorragie. Pas du tout. Donc ça a continué et j'étais obligée de déconnecter l'hôtel. Et surtout, j'ai reçu des messages donc d'une centaine de clients sur les 300 en fait, j'ai reçu des réservations qui ont compris que ça n'existait pas. Et les 200 autres, ils m'ont dit c'est votre problème en fait. Nous Booking se dit que tout va bien. Donc quand vous appelez Booking, vous tombez Booking Philippines, qui pour eux 50 € c'est un prix raisonnable ou normal. Booking Maroc, enfin personne en France, enfin personne et toujours toutes nos excuses. L'enquête a duré pendant 1 mois de chez Booking et à la fin ils vous disent que nous avons vérifié donc la sécurité le service de sécurité a vérifié et le hacking ne vient pas d'une connexion depuis votre extranet mais d'un hacker extérieur. Nous sommes navrés que cela impacte vos réservations confirmées et que des frais de relogement vous seront facturés. Cependant, si vous n'en aurez pas les réservations confirmées, malgré la situation d'hacking, les clients devront être relogés à vos frais. Et c'est ce que je reçois. Ouais, c'est pas une blague. Et là, tu te dis, d'accord. Et bien sûr, le chargé de compte à Paris ne s'occupe pas des réservations, donc je sais pas, il s'occupe de quoi. Mais voilà. Et c'est que ça. Et du coup, moi, je travaille. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de tenter avec mes moyens, en changeant l'hôtel Louvre-Sainte-Anne, en marquant hôtel L. Donc, il y a des clients qui sont arrivés. Il y en a une que j'ai pris à 110 € un week-end où on était vide. Et c'était une dame qui venait de Corse. Et je lui ai dit, mais vous avez reçu nos messages vous disant vous alertant. Ah oui, mais j'ai appelé Booking, ils m'ont dit que tout était OK. Donc, et en fait, j'ai appelé aussi un hôtel, grâce à, il y a une page Facebook pour les hôteliers et aussi réceptionnistes, et j'ai trouvé un hôtel qui a vécu la même chose que moi. Donc j'ai voulu qu'on s'associe conjointement et il m'a dit, madame, moi, je suis désolée pour vous, mais moi je suis à Port d'Ivry, j'ai ouvert au mois de juillet et je dépends de Booking. Donc j'ai honoré les réservations à ce prix-là, et voilà. Donc en fait, donc j'ai changé bien sûr mes mots de passe. C'est vrai que mais je pense que c'est arrivé. Enfin, je pense oui que on a dû recevoir parce qu'on reçoit depuis 1 année des emails de Booking, vraiment le truc Booking et tout ça. Et peut-être on a reçu une demande d'un client qui demandait, je sais pas moi, un grand lit ou une baignoire. On a dû cliquer et je pense que ça vient de ça. Et que, enfin, c'est même sûr. C'est un hameçonnage. C'est un hameçonnage. Ou c'est l'exemple parfait de l'hameçonnage. Et je continue à en recevoir. Et pourtant, j'ai été donc sur le site cyber sécurité malveillance, voilà. Pardon. Et j'ai essayé de trouver des contacts. Et j'ai eu un informaticien qui est venu. Et j'ai aussi fait d'autres choses qui pouvaient être aussi en lien. Enfin, j'ai séparé le Wi-Fi des clients à notre Wi-Fi. J'ai enlevé tous les mots de passe, mais ma question c'est que parce qu'on peut pas tous les retenir, parce qu'on a mis, comme vous dites, les X et des Y et des points-virgules,
Mais ils sont enregistrés sur Google. Alors sur quoi je dois les... Parce que si j'ai une attaque, il suffit d'aller sur Google mot de passe et on retrouve tous mes mots de passe. Alors nous, on a entendu parler de ce mode opératoire. Effectivement, ce sont des campagnes d'hameçonnage qui ciblent spécifiquement les hôtels, où les attaquants se font passer pour Booking et effectivement, ils récupèrent par ce biais les identifiants et les mots de passe d'une personne qui, au sein de l'hôtel, a des droits. Alors, je connais pas du tout vos interfaces, j'en suis désolé, mais manifestement qui a des droits de gestion et d'administration du compte de l'hôtel sur Booking. Mais moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'effectivement, ils en avaient profité pour recontacter tous les clients qui avaient réservé pour leur demander une avance. Il y a plusieurs, en fait, si je peux me permettre. Oui, non, mais permettez-vous. Il y a plusieurs modes opératoires. Pour votre information, alors vous allez vous mettre en relation avec nous, enfin avec surtout Amélie Logre, qui est donc responsable de la commission des enjeux numériques du GHR, qui est là pour vous aider. Et nous, on parle beaucoup, donc moi je suis la vice-présidente du GHR, on parle beaucoup avec Booking, on a une médiation avec eux, donc on devrait pouvoir essayer de vous aider aussi. Et en effet, les types d'hameçonnage sont très différents en fonction des droits. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a eu lieu plusieurs fois l'année dernière. Vous n'êtes pas la seule, malheureusement, je vais vous dire. Et si, alors Quand je dis il y a des hôteliers qui croient tellement qui sont tellement... oui, qui ont peur de perdre. Oui, absolument. En fait, pas du tout. Mais après, il faut. Comment vous dire, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que les différents types d'hameçonnage peuvent être résolus maintenant, après qu'on se soit battu avec Booking quand même, avec des différents droits pour l'ensemble du personnel. Donc, on parlait des mots de passe là à l'instant. Normalement, chaque personne doit avoir son propre mot de passe pour aller sur Booking. Ça peut plus être un mot de passe réception et le nom de l'hôtel avec point d'exclamation. C'est plus possible. Il faut que vraiment les mots de passe qui permettent de modifier, par exemple, le nom de l'hôtel, parce qu'il y a eu des cas où ils ont modifié le nom de l'hôtel. Ouais. Et le numéro. Moi, je l'ai fait volontairement, mais... Par exemple. Ouais. Mais tout ça ne peut plus être fait si les droits sont essentiellement, par exemple, au manager, au directeur de l'hôtel. Alors évidemment, sous réserve que ça soit pas lui qui fasse une boulette avec... voilà, en cliquant sur un lien. Mais voilà, la solution s'améliore. En revanche, ce qu'ils vous ont répondu, c'est pas possible. Il faut absolument... faut que vous veniez... D'où l'importance, effectivement, de votre témoignage. Et Je justement, pensais pas que ça nous arriverait, nous, un hôtel de 20 chambres. mais là, vous avez dit exactement. C'est tout l'intérêt, c'est de montrer que ça n'arrive pas qu'aux autres, et que surtout, ça touche toutes les tailles d'entreprise. Ah oui, c'est pas que sur... Non. Non. Alors il y a très peu encore d'assurances. Alors il y a des assurances cyber qui ont émergé effectivement, où certaines assurances proposent effectivement des assurances contre les cyberattaques. Mais alors parfois, quand on regarde les conditions, c'est ça. il faut vraiment. En fait, dès qu'il y a une erreur de C'est ça. il n'y a pas de produit. Ce n'est pas couvert dès lors que finalement ils vont démontrer que vous n'avez pas assez formé vos équipes. Et donc à partir de là, vous n'êtes pas couvert. Donc vous payez des cotisations, ça c'est sûr. Mais en revanche, le jour où ça arrive, Non, mais nous, dans l'hôtel à notre niveau, on a tous des... il y a que moi, du coup, et ma collègue, déjà, on répond plus aux emails, on clique plus sur des liens, on va directement sur les sites, par exemple, Booking. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'on a changé le nom de l'hôtel. On a écrit, mais rien ne... On a des clients qui vont arriver, qui vont se retrouver sans chambre, ou en tout cas, peut-être logés au Crillon à nos frais, ou ailleurs, mais Et le pire, c'est que voilà, je vous dis, il y a un tel, Booking a un tel aura que c'est le dernier mot. Mais c'est justement, c'est pour ça qu'en comprenant comment fonctionnent aussi ces plateformes, vous reprenez le pouvoir. C'est-à-dire là, on n'a aucun pouvoir. Mais le but, c'est justement avec, je dirais, la formation, comprendre comment ça fonctionne, c'est d'avoir certains réflexes et d'avoir aussi les arguments, parce qu'en face, pour se battre, parce que il bénéficie aussi de l'ignorance générale du sujet. C'est toujours plus facile. Je pensais que juste il y avait juste un bouton chez eux, un bouton rouge, que quand l'hôtelier signalait qu'il y avait qu'il se passait que tout s'arrête. Mais bon.
C'est pas En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Vraiment, merci. Et encore une fois, c'est la preuve que la question n'est pas tant est-ce que vous allez être attaqué, mais plutôt savoir quand, et le jour où ça arrive, est-ce que vous êtes prêt? Sachant que, petit chiffre, quand même, il y a eu des moyennes qui ont été finalement calculées. Une entreprise sur 8, donc une cyberattaque coûte quand même à peu près 230 000 euros pour l'entreprise, voire parfois, c'est la disparition pure et nette de l'entreprise. Certaines entreprises ont été mises en liquidation judiciaire à la suite d'une cyberattaque. Donc le but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est vraiment prendre conscience que c'est primordial et qu'aujourd'hui, ça doit être intégré dans votre stratégie de développement. Ouais. C'est simplement ça. Et ce qui va nous conduire finalement à cette question, Laurent, pour une entreprise qui n'a pas forcément justement investi dans sa sécurisation, quelles mesures prioritaires recommandez-vous? Et parmi toutes les actions possibles, lesquelles sont vraiment indispensables et accessibles financièrement? Parce qu'on a bien conscience que c'est un coût, que des très petites entreprises n'ont pas forcément les moyens de s'équiper. Donc voilà, quel est le minimum vital? Alors, de mémoire, c'est sur la slide suivante, effectivement. C'est tiré de notre fiche comment piloter sa cybersécurité. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous remercier. Parce que moi, j'aurais beau montrer tous les schémas du monde avec des petites icônes, etc. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Un témoignage devant ses pairs, d'abord, il faut avoir le courage de le faire, et ça fait avancer le schmilblick parce que c'est du vécu et c'est pas une belle présentation PowerPoint. Voilà, ça c'est important de le dire. Bon, je vais pas vous détailler tout ce cercle vertueux de la sécurisation. Le plus important, c'est de savoir déjà d'où on part. Cartographier son ou ses systèmes. Parce que pour savoir ce qu'il faut défendre, il faut savoir ce que l'on a. Dans un deuxième temps, connaître les attaques les plus courantes qui ciblent vos entreprises. Parce que derrière, justement, vous allez pouvoir prioriser. On ne peut pas tout faire à la fois. Vous l'avez dit, Aurélie, ça peut coûter cher, une sécurisation globale, surtout si on part d'une feuille blanche. Donc, mettre en place des axes prioritaires d'action par rapport à ces scénarios d'attaque, ces scénarios d'attaque. Et enfin, troisième étape, est-ce que ce que j'ai mis en place fonctionne? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça m'aide à aller plus loin? Est-ce que je dois l'améliorer? Et ça, c'est vraiment j'ai envie de dire le B à bas. Alors pareil, je vous en ai ramené plein, n'hésitez pas. Combien ça coûte, c'est très difficile à dire. L'expertise, ça se paye. Alors déjà, évitez de passer par un pâtissier-boulanger et avec tout le respect que j'ai pour les pâtissiers-boulangers, pour sécuriser votre réseau. Vous devez vous adresser à un professionnel. Aujourd'hui, il faut faire le distinguo entre l'informatique support. On peut avoir des très bons prestataires en matière d'informatique support, mais qui ne savent ni superviser, ni mettre en place une vraie réponse à incident en matière SSI. Donc, vous devez identifier et confier cette tâche à un spécialiste, à une personne qui a une expertise reconnue, si ce n'est validée, dans le domaine de la cybersécurité. Exactement. Et finalement, quel service cybermalveillance, justement, peut proposer aux adhérents, aux professionnels du secteur, et quel accompagnement pouvez-vous finalement fournir à des victimes de cyberattaques? Ou même en amont, après, c'est que... Alors, par rapport à ce que je viens d'évoquer, nous, on a, j'ai envie de dire, 4 grandes catégories de services ou de ressources que nous mettons à disposition gratuites de tous nos publics. Le premier, on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est s'informer. Savoir aujourd'hui quel est le contexte en matière de cybermalveillance. Y a-t-il des grosses campagnes d'hameçonnage? Est-ce que je peux être victime? Ça, c'est le b.a.-ba. On a une lettre d'information, on a des articles qu'on actualise très régulièrement. Donc, allez là ou ailleurs, peu importe, mais informez-vous et surtout, saisissez-en les enjeux par rapport à votre filière, à votre métier. Deuxième chose, outillez-vous. Voilà. Ça, c'est des outils méthodologiques. C'est simple d'accès, c'est compréhensible et vous pouvez voir rapidement quelle est un peu la feuille de route que vous pouvez mettre en œuvre pour une sécurisation. Troisième élément, sensibilisez-vous aux bonnes pratiques, vous et vos collaborateurs. Là, vous trouverez sur notre plateforme tout un tas d'outils et de propositions de sensibilisation, de l'infographie très basique jusqu'à la e-sensibilisation qu'on a mis en ligne en mars 2023,
qui s'appelle Sens Cyber, qui est composé de 3 modules en ligne, accès gratuit sur simple inscription, et par le biais duquel vos collaborateurs, c'est une e-sensi d'1h50 au total, comprendre les menaces, agir dans mes usages au quotidien et transmettre ces valeurs à mes collègues et à ma famille, qui englobe tout le cycle de la sensibilisation. Et enfin, dernier axe, être accompagné. C'est pour ça que, devant un petit peu le flou artistique qui régnait dans le domaine des filières en matière de cybersécurité, nous avons, avec les professionnels du domaine, développé un label, le label Expert Cyber, qui est aujourd'hui géré par l'AFNOR, qui mène les audits sur les candidats et qui délivre ce label pour une durée de 2 ans. Et sur la plateforme, on a mis en place un parcours de sécurisation, Mon Expert Cyber, qui va permettre à un chef d'entreprise déjà de faire un petit état des lieux de ses besoins et, s'il le souhaite, d'être mis en relation avec un labellisé Expert Cyber avec lequel il va contractualiser. Bien entendu, la mise en relation est gratuite, mais derrière, tout travail mérite salaire, donc il n'y a pas de sujet par rapport à la contractualisation, mais au moins vous avez la possibilité de faire appel à un spécialiste dont l'expertise a été vérifiée par l'AFNOR sur un cahier des charges qu'on a conçu et destiné aux petites et aux moyennes entreprises. Parce que si je vous parle des visas de sûreté, des visas de sécurité de l'ANSSI, effectivement, on a des prestataires de très haut niveau, mais qui sont plutôt orientés vers les grands comptes, les multinationales, les réseaux gouvernementaux. Est-ce que c'est raisonnable de solliciter un visa de sécurité pour une petite ou une moyenne entreprise? Donc voilà, on a vraiment voulu combler ce vide qui existait et offrir ainsi une meilleure lisibilité aux entreprises pour se sécuriser. Très bien. Et justement, alors déjà sécuriser les adhérents, c'est une chose, mais aussi sécuriser toute la chaîne. Parce qu'il y a aussi donc les fournisseurs, les prestataires, les sous-traitants. Mais là, comment faire? Parce que c'est peut-être aussi le trou dans la raquette. La fameuse supply chain. Exactement. Peut-on encore aujourd'hui, en 2025, avec l'actualité qu'on connaît sur la récurrence des attaques cyber qui s'installent tranquillement dans notre paysage, peut-on encore envisager de travailler avec des entreprises ou de faire travailler des entreprises qui ne sont pas aujourd'hui elles-mêmes en train de se sécuriser et qui offrent un minimum de confiance? Parce que comme vous l'avez évoqué, Aurélie, si effectivement vous associez à des entreprises qui, pour qui la cybersécurité c'est de la poésie, les attaquants, vous aurez beau fortifier vos défenses, les attaquants risquent de rentrer par les accès que vous aurez laissés pour ces entreprises, pour ces prestataires. Donc tout le problème, effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, de porter la cybersécurité comme une clause commerciale, si ce n'est concurrentielle. Et certains grands groupes commencent à le faire aujourd'hui, de manière de plus en plus prégnante, c'est-à-dire que, à compétence égale, pour un marché donné, ils vont avoir tendance à choisir celui des prestataires qui va donner des preuves de sa maturité en matière de cybersécurité. Je voulais poser une question. Le règlement, le RGPD permet pas déjà l'application, parce que nous permet quand même déjà de sélectionner les entreprises. De par le registre, effectivement, oui, vous avez une analyse que vous devez faire de toute votre chaîne, avec finalement la déclaration des sous-traitants, démontrer que vos sous-traitants, dans la pratique, on voit bien que c'est pas fait. Et surtout, même si c'est fait, je dirais que quand on choisit les sous-traitants, ça ne devient pas un critère de sélection forcément. On reste trop, alors c'est normal, ça va être parfois le moins disant, ça va être ou d'autres critères. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est vraiment urgent de faire de ce critère de cybersécurité un critère de sélection, parce que ça peut impacter vos entreprises et ça peut vous coûter extrêmement cher. Oui. Il manque à gagner, de toute façon, le risque il est finalement identique. Alors Laurent me dirait si je dis des grosses bêtises, mais il est identique pour tout le monde. C'est-à-dire que les sous-traitants qui ne respectent pas, je dirais, les règles, vont être attaqués de toute façon. Donc ça va être pour eux déjà, sont les victimes de première ligne, j'ai envie de dire. Donc ils vont d'abord perdre de l'argent, mais par capillarité, ils vont contaminer tout leur écosystème.
Donc vous allez avoir les victimes de première ligne, de deuxième ligne, troisième ligne, jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit véritablement bien sécurisé et qui ne tombe pas, je dirais, ne soit pas victime de l'attaque. Donc c'est aujourd'hui, alors je comprends bien qu'effectivement quand on est dans un écosystème qui est pas forcément acculturé, leur dire oui on en a un nouveau critère de sélection, voilà ça peut être un peu compliqué. Mais c'est aussi là aussi dans votre stratégie de développement, c'est dire finalement moi dans ma stratégie de développement je vais créer un écosystème sécurisé de confiance. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui veulent jouer le jeu feront partie de mon écosystème. Ceux qui ne joueront pas le jeu en seront exclus. Pour contrôler les sous-traitants, il faut leur demander certaines pièces. C'est les registres de traitement. C'est de voir comment les politiques qu'ils mettent en place, les logiciels qui prennent finalement les différents types de logiciels, mais je suis d'accord. Mais nous, on n'est pas capable d'analyser ce genre de choses. Non, mais c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. C'est pour ça que c'est le rôle, par exemple, de votre DPO. Oui, c'est ça. C'est le rôle de votre DPO. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir des experts qui vont vous accompagner. Donc des experts en architecture, effectivement, cyber, des experts en traitement des données, DPO, qui sont spécialistes du RGPD, d'autres qui vont être experts plutôt là, en stratégie, je dirais, d'exploitation de données, donc qui vont scanner, donc qui vont aussi jouer le rôle d'architecte. Finalement, si moi je prends la construction d'un immeuble, c'est la même chose. Vous avez l'architecte, les corps de métier, et qui va vous accompagner et qui va traduire votre stratégie. Et voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça demande de modifier votre mode de gestion d'entreprise. Et c'est ça la grande nouveauté. C'est que là, on rentre. Je vais prendre un exemple. Quand les entreprises, les hôtels, les restaurants qui existaient lors de la deuxième révolution industrielle, on était encore avec le papier, les registres papier, parfois donc les machines à écrire quand c'est apparu. Mais quand on est passé à la troisième révolution industrielle, à savoir les ordinateurs, Internet et compagnie, vous avez tous changé de mode de gestion. Ouais. Les chefs d'entreprise, ça n'a plus rien à voir. On ne gérait pas du tout un restaurant de la même manière entre la deuxième et la troisième. Et là, entre la troisième et la quatrième, on se retrouve vraiment dans la même situation. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas l'impression qu'on est dans la quatrième et on s'accroche aux techniques de la troisième. Ce qui fait qu'il y a vraiment forcément des frictions. Et ce qui vous donne l'impression parfois de ne gérer que des urgences, d'en avoir partout, de ne plus savoir comment faire. C'est parce qu'en fait, il n'y a plus les bonnes méthodes de gestion. C'est ça, en fait. Précise ce que tu entends par la quatrième, parce que c'est pas la quatrième République. Non, révolution industrielle. Juste deux petites choses pour terminer, je serai vraiment très très court. La première, on est plus fort ensemble. Et je tiens vraiment à rendre hommage au GHR aujourd'hui organisé. C'est grâce à ce genre de réunions, d'échanges, de témoignages et d'informations collectives que vous pouvez prendre conscience aujourd'hui des enjeux et ne pas vivre dans la peur, ni comme un Bernard l'ermite, mais justement aller plus loin dans cette démarche qui consiste à vous adapter à cette quatrième révolution industrielle. Et la deuxième chose, c'est seuls vous pouvez changer les choses pour vos établissements respectifs. C'est-à-dire qu'on aura beau... Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'outils de ressources qui existent et qui sont à votre disposition, mais seul le décideur peut dire « Ok, j'y vais ». Et ce décideur, c'est vous. Voilà. Très bon après-midi. Merci. Et il y a de la doc. Venez vous servir à la fin. Voilà. C'est très bien de nous inciter à le faire. En revanche, la formation de nos équipes, on rencontre un vrai problème. Et donc c'est pour ça que en fait ça va aussi devoir faire partie, malheureusement pas heureusement, mais des postes de dépenses. Alors il y a différentes choses. Il y a la partie, je dirais, gratuite qui est accessible. Alors comme vous l'a dit Laurent, il y a de cybermalveillance. Il y avait l'ANSSI. Alors pour certaines catégories, l'ANSSI propose aussi des MOOC en fait vraiment très bien faits pour avoir les bons réflexes. Donc vous avez et puis en plus je crois que c'est alors c'est certifiant. Enfin si vous avez finalement vous validez tous les tests, vous pouvez finalement mettre ça, je dirais, dans votre CV, comme quoi vous avez finalement encodé. Donc c'est vraiment valorisant. Bien évidemment là aussi il y a des cabinets qui sont spécialisés dans la formation des équipes, notamment alors plutôt dans la cybersécurité.
Alors, il y a des différents, tout dépend ce que vous voulez, enfin, là où vous voulez les former. Si c'est pour anticiper, bien utiliser finalement les technologies et éviter l'hameçonnage, Oui, c'est ça. c'est ça. Donc souvent, beaucoup de cabinets spécialisés en cybersécurité ont une partie de formation. Ensuite, pour comprendre, parce qu'il y a deux sujets, c'est aussi comprendre les technologies. Parce que quand on comprend comment fonctionne une technologie, on a tout de suite les bons réflexes. Donc là aussi, le but c'est pas de faire de l'autopromo, mais je sais que je fais ces formations pour ce qui est le. D'accord. Mais il y en a d'autres cabinets qui le font. Donc et encore une fois, comme l'a très bien dit Laurent Verdier, c'est vraiment scanner d'abord. Ce qui est vraiment très important, c'est l'audit de vos établissements. C'est le scan de vos usages, vos habitudes. Et c'est là qu'on voit. Souvent, moi c'est là que je vois parfois des choses extraordinaires. Typiquement, combien de fois j'ai vu des groupes WhatsApp officieux se former au sein des établissements avec des transferts de données ultra sensibles. Parce que c'est plus rapide, parce qu'il n'y a pas le logiciel, parce que... Voilà, mais c'est ça qui est... et donc c'est vraiment le scan des usages, et c'est à partir de là qu'on va déterminer ce qu'il faut, les types de technologies, parce qu'il n'y a pas un établissement, il faut vraiment veiller, c'est pas parce qu'il y a une technologie qui marche dans un établissement que ça va marcher chez vous, tout doit être du sur-mesure. Parce que ça doit vraiment coller à vos usages. Je peux préciser ta question. Et je crois qu'on sera amené dans un deuxième temps, en tant que GHR, à essayer de lister en tout cas des partenaires de confiance, en fait, en quelque sorte. Oui. Après, expertise bien sûr, parce qu'il y en a qui apparaissent comme des partenaires de confiance qui ne le sont pas forcément. Et sachant que on va aussi publier donc ce guide de la valorisation, primeur de l'information, le guide de la valorisation des données. Donc, qui est en complément de cette conférence, parce qu'en 2 heures, vous imaginez bien qu'on ne va pas tout pouvoir dresser. Déjà, là, c'est un challenge. Donc là, ce guide, ça va vraiment... Le but, c'est pas que vous le visiez de A jusqu'à Z, c'est vraiment le prendre comme un manuel. Vous avez un problème, table des matières, vous avez vos fiches pratiques, vos développements nécessaires, des contacts, des exemples de technologie. Bref, le but, c'est vraiment que ce soit un manuel vraiment fait pour vous et vos besoins. Ce qui est important, je précise juste une chose, c'est que souvent, les attaques sont liées à des logiciels qu'on utilise dans nos établissements. Il y a eu une attaque sur pied électronique qui est le numéro 2 de la facturation à restauration il y a 2 ans. Là, on a cité l'exemple Booking. C'est peut-être en amont d'adopter une technologie, s'assurer qu'elle est par feu, qu'elle est... Effectivement, tout. Maintenant, je vois les logiciels qui se sont multipliés de facturation en restauration. Donc, certains qui coûtent très peu cher. Oui. Je suis pas un expert, mais ça vaudrait le coup d'avoir un audit pour voir quelle est leur sécurité. Parce que on a les encaissements dessus. On a des nouvelles solutions digitales de paiement comme Sunday qui sont mises en place. Et aujourd'hui, c'est très facile pour les hackers d'aller chercher l'argent là où il est, quoi. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites, c'est très important. Et Aurélie l'a dit tout à l'heure, quand vous contractualisez avec un éditeur de logiciels, il vous revient également de comprendre la solution, en tout cas ses principes généraux de fonctionnement, et comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, de vous assurer également que par rapport à ces fonctionnalités, elle ne va pas embringuer vos données ou celles de vos clients à l'autre bout du monde sur un hébergement bancal. Vous voyez ce que je grossis le trait, mais il en va également de votre responsabilité par rapport à la contractualisation et aux clauses qui sont associées à cette souscription de contrat. Mais on a besoin de décrypter parce que c'est vraiment... Je suis d'accord. Il y a en fait des multifacteurs avec un mot de passe et usage unique à chaque connexion. C'est ça. Et puis j'avais fait appel aussi avec la cybersécurité pour faire un diagnostic et la personne n'était pas négligeable. Il y a une forte subvention aussi à prise en charge. Et je pense que c'est intéressant d'en parler aussi puisque on ne peut avoir peur de ce coût et en fait on peut être aidé et en plus on peut avoir aussi des aides. Il y a énormément effectivement des aides alors de région. Aussi parfois des aides européennes. Si notamment si vous vous lancez dans vraiment une transformation numérique en profondeur, vous avez identifié finalement tous les sujets. Donc vous allez avoir une somme particulière à débourser. Ce projet-là peut être effectivement subventionné, soit au niveau européen, soit au niveau régional. Au niveau, alors maintenant que le budget a été voté, au niveau national aussi. Mais oui, donc voilà.
Donc effectivement, c'est une très bonne remarque sur le financement. Sur francenum.fr, on a une page qui me permet de référencer toutes les aides au même ici, que ce soit en cybersécurité ou il y a aussi un autre aspect en fonction de la taille de l'entreprise, du niveau salarié, etc. On rend des critères et après on a toutes les aides qui s'affichent. Et également sur France Noum et Crise, sur Cyberbienveillance, il y a plein de webinaires, de formations à suivre pour apprendre un peu les BABA de la cybersécurité et nous avons aussi de lire sur France Noum et Crise. Ouais, je l'ai pas évoqué, mais c'est un MOOC qui a été conçu par le ComCyber MI. Donc, en fait, l'entité qui maintenant s'occupe de la stratégie du ministère de l'Intérieur dans le domaine cyber, un MOOC de gestion de crise cyber et qui est accessible gratuitement sur la plateforme Cybermalveillance Groupe FR. Oui, il y a quelque chose qui m'inquiète énormément, c'est la facturation électronique, parce que on va disposer de plateformes de dématérialisation. On ira déposer toutes nos factures et pondrer toutes nos factures. J'ai regardé quels étaient les partenaires qui demandent. Il y en a toute une partie qui sont dans des pays assez exotiques. Et là, je demande quelle est votre opinion sur le risque cyber de tout ça. Nous, là-dessus, on est aligné sur l'autorité nationale, à savoir qu'on demande, autant que faire se peut, de choisir des prestataires de confiance français, sinon européens. Mais voilà, après, est-ce que vous avez le choix? Je connais pas. Ça me paraît de la folie douce, ces trucs-là, au point de vue sécuritaire. Vous vous rendez compte? Oui, je me rends compte. Je me rends compte, oui. Ah non, mais malheureusement, oui, c'est vrai. Et surtout, en fait, on laisse un peu les professionnels un peu démunis. Un peu tout seul, oui. Ça, c'est sûr. Et d'où l'importance, pour le coup, du syndicat, d'où l'importance finalement des livrables qui vont être produits, parce que vous allez vous sentir beaucoup moins seul. Et dès lors que, même si vous avez un doute, le syndicat est aussi là. C'est-à-dire que c'est d'appeler et de dire, voilà, je voudrais prendre tel prestataire, qu'est-ce que vous en pensez? Et le syndicat est aussi là pour vous conseiller. Mais je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'à chaque réforme, il y a toujours, on voit ça dans l'immobilier, partout, il y a toujours, je dirais, des pseudo-prestataires qui viennent se greffer et profiter un peu du mouvement. Et effectivement, professionnels qui pourtant n'ont pas les compétences requises parce que c'est très spécifique, qui doivent finalement naviguer en eau trouble. Je suis bien d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut se réunir et je dirais que pour le coup, l'union fait la force, ça a tout son sens aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans un domaine très complexe et qui peut vraiment vous porter préjudice. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Aurélie, je m'excuse de me sauver. Merci en tout cas pour l'invitation et bon après-midi à tous. Alors maintenant, on va plonger dans l'exploitation, parce qu'une fois que c'est sécurisé, comment faire fructifier mon or? Et pour ce faire, on va finalement aborder 3 axes. Tout d'abord, je suis un restaurant, je suis un hôtel, un traiteur, un cafetier. Comment d'abord fidéliser ma clientèle? C'est un peu le nerf de la guerre. Comment on peut déjà garder ma clientèle? Comment la développer? Donc là, on va donc pour ce faire accueillir Lisa Bétraud, qui est donc associée et experte en réseaux sociaux de la société Malou. Le deuxième axe, ça va être comment ces données peuvent-elles être optimisées et doivent optimiser vos opérations, c'est-à-dire augmenter votre chiffre d'affaires ou baisser vos coûts. Le but de l'exploitation de données, ça va être avant tout de vous procurer une décharge mentale. Aujourd'hui, vous êtes tous sous l'eau. Votre quotidien, c'est quoi? C'est que ça va être gérer des urgences. Et si vous avez le temps de tout les traiter, vous êtes déjà heureux. Et le problème aujourd'hui, c'est que eh bien, vous n'avez souvent plus le temps de penser moyen, long terme, stratégie. Et c'est là où l'exploitation de données peut vous permettre de vous aider à prendre des décisions, mais aussi à vous décharger de toutes ces tâches chronophages qui finalement n'ont aucune plus-value intellectuelle, mais qui vous empoisonnent la vie. Et enfin, c'est là cette question, pourquoi structurer, pourquoi sécuriser vos données, pourquoi les exploiter? Pourquoi toutes ces actions peuvent augmenter la valeur de votre entreprise? Alors passons directement donc à l'axe numéro 1 avec Lisa Bétraud de la TTT Malou qui va nous expliquer comment les données issues des réseaux sociaux peuvent lui permettre de fidéliser et d'accroître cette clientèle. Lisa, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, on est ici effectivement pour parler un peu plus des réseaux sociaux. Donc, ça fera un peu moins peur que l'intervention qui était faite juste avant.
Mais effectivement, on va aborder ce sujet-là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez simplement dire Malou, c'est quoi exactement? Oui, bien sûr. Malou, c'est tout simplement une start-up qui opère du coup dans le secteur de la restauration. Et en fait, on aide tous les restaurateurs sur leur marketing digital à travers 3 leviers. Donc, la e-réputation, tout simplement avec vos avis, etc. Le référencement, donc sur les plateformes de recherche comme Google, et évidemment les réseaux sociaux. Et donc, on existe depuis 2017. Ça se passe à travers un SaaS, tout simplement une application qui s'appelle la Malou App, au travers de laquelle les restaurateurs peuvent gérer en autonomie en fait ces 3 piliers-là. Et donc, je vous montrerai un petit peu après des captures d'écran, notamment de l'app, pour étayer mes propos sur la data sur les réseaux sociaux. Et alors, première question, certains, je dirais, chefs d'entreprise considèrent que gérer les réseaux sociaux, c'est juste publier de belles photos. Ouais. Alors, pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que représente une stratégie efficace basée sur les données? Ouais. Effectivement, publier sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement publier des belles photos. Il faut bien évidemment que ce soit utile pour vous et pour votre business. Et en fait, tout simplement, publier sur les réseaux sociaux, c'est déjà s'adresser à la bonne cible, parce que bien évidemment, qu'on soit un fast-food, un étoilé, un hôtel ou autre, on va pas s'adresser du tout de la même manière à notre cible. On va pas du tout vouloir toucher les mêmes personnes. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi toute une toile complexe d'algorithmes qu'il va falloir brosser dans le sens du poil, entre guillemets, pour ensuite gagner en visibilité et puis récolter toute la data qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et adapter sa stratégie de communication en fonction, bien évidemment. Et donc justement, quelles sont ces data qu'on peut récupérer sur les réseaux sociaux? Quelles sont les différentes typologies de données? Dans un premier temps, on va avoir toute cette stratégie dont je parlais de savoir comment se positionner, savoir communiquer et s'adresser à la bonne cible. Ensuite, on a aussi les réseaux sociaux qui peuvent nous aider tout simplement à savoir qui est notre cible. Donc sur Instagram, par exemple, on va avoir des infos sur notre audience, c'est-à-dire quel âge elle a, quel est son genre, où est-ce qu'elle est localisée, etc. On va savoir aussi à quel moment de la journée et à quel moment de la semaine elle est la plus connectée sur la plateforme. Et donc ça va nous aider tout simplement à s'adresser à la bonne cible. On va avoir bien évidemment, comme je disais, les algorithmes qui sont en constante évolution. Il va falloir faire de la veille et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui marche le mieux. Et tout ça, vous allez le voir bien évidemment en vous renseignant, mais aussi en étudiant en fait la data d'engagement dont je parlerai juste après. Et donc voilà, il faut adapter votre manière de communiquer bien évidemment à ce que va demander en fait l'application en question. Donc sur les données qu'on a qui sont facilement accessibles, sur la slide d'avant, vous voyez juste tout ce qui est par exemple les j'aime, les commentaires, les partages, les enregistrements, etc. Tout ça, c'est tous les gens qui vont réagir globalement à votre contenu sur les réseaux sociaux. Mais bien évidemment, ensuite vous avez aussi des boutons d'action directement sur les réseaux sociaux, notamment des boutons sur Instagram tout simplement pour réserver dans votre restaurant, pour passer une commande à emporter par exemple, pour visiter le site internet. Donc tout ça, c'est des statistiques aussi que vous pouvez récupérer et c'est là que vous voyez qu'en fait vos réseaux sociaux, ça peut aussi avoir un réel impact en fait sur votre fréquentation. Et donc ensuite les actions concrètes à mettre en place, c'est comme je le disais, adapter votre communication en fonction, par exemple les horaires de communication en fonction des moments où votre communauté est la plus connectée sur l'application tout simplement. Et je tiens à préciser que les réseaux sociaux, c'est aussi une superbe opportunité pour communiquer avec vos clients quand ils sont pas forcément chez vous, parce que tout simplement, effectivement, les gens viennent peut-être pas tous les jours dans votre restaurant ou dans votre hôtel. Les réseaux sociaux, ça me permet de communiquer avec eux et de maintenir un lien continu et de pouvoir communiquer sur des messages que vous abordez pas forcément tout simplement quand votre client est en face de vous. Donc, ça permet de faire du storytelling entre grandes guillemets, c'est-à-dire expliquer la provenance de vos produits, montrer un petit peu les producteurs avec lesquels vous travaillez, mais aussi présenter vos équipes, etc. Et tout ça, c'est mine de rien de la fidélisation de votre clientèle. Et ensuite, bien évidemment, ne pas oublier toutes les plateformes comme Google qui, elles aussi, vont avoir des biais de conversion, c'est-à-dire sur Google, vous avez par exemple visite sur le site web, appel téléphonique, demande d'itinéraire, les clics sur le menu, tout simplement des gens qui veulent commander, qui veulent réserver. Et donc ça, c'est à ne pas négliger, bien évidemment. Vous avez aussi des boutons d'action sur ces plateformes-là qui vous donnent quand même pas mal d'indications sur les conversions que vous avez ensuite
ensuite via le marketing digital. Et finalement, pour une petite structure, parce qu'il faut toujours penser petite structure avec des moyens limités, que ce soit en personnes et en budget, quelle serait la première étape pour mettre en place une stratégie efficace pour exploiter justement les données des réseaux sociaux sans que cela soit trop complexe et surtout sans que cela soit chronophage? Parce que c'est tout le maire derrière. Ouais. Tout simplement, aujourd'hui, toutes ces plateformes-là, elles sont quand même gratuites. On a tous un téléphone dans notre poche aujourd'hui, et les téléphones les plus récents aujourd'hui vous permettent de faire quand même de super belles photos. Et donc, on a tous notre téléphone qui nous permet de faire des belles photos avec l'application Instagram qui est gratuite ou l'application Google ou peu importe. Et en fait, c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui de communiquer tout simplement. Après, bien évidemment, il faut bien communiquer. Ça passe par le fait de se renseigner, de faire de la veille, de faire des tests, d'analyser les données, etc. qu'on récolte ensuite. Après, il y a des experts, bien évidemment, qui sont là pour ça, pour vous aider à bien communiquer, mais déjà aujourd'hui être présent et avoir une plateforme tout simplement sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de recherche, etc. C'est bien évidemment assez simple. Donc ce qu'il faut, c'est être présent sur ces plateformes-là, essayer d'écouter un petit peu ce qui se passe, de tester, etc. Et vous avez quand même des statistiques proposées par ces réseaux sociaux qui vous permettent d'adapter ensuite votre contenu. Donc par exemple, je parlais de Google. Sur les statistiques Google, vous pouvez aujourd'hui savoir via quels mots-clés les gens ont trouvé votre page Google. Et donc ça vous aide à savoir quels mots-clés je pourrais intégrer dans ma description Google ou dans mes réponses aux avis, par exemple, pour remonter ensuite sur les résultats de recherche et être numéro 1 sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, restaurant Paris 9, par exemple. Et est-ce que vous avez, finalement, au regard de notre expérience, un exemple concret à donner dans un secteur HCR, d'un client que vous avez pu accompagner, dont l'accompagnement lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires ou d'augmenter son impact? Oui, bien sûr. Justement, là, à l'écran, vous voyez du coup une capture d'écran de la Malouap et de notre fonctionnalité gain. Donc la fonctionnalité gain, tout simplement, ça permet de calculer en fait le ROI de vos actions sur le marketing digital. Comment ça marche? Alors, je vais pas vous donner les calculs en détail parce que dans un premier temps, je suis très très nulle en maths. Mais vous avez en fait toutes ces actions qui sont faites sur les plateformes. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, vous aviez les clics par exemple sur Google, sur réserver, sur demande d'itinéraire, sur appeler. Toutes ces actions-là ont en fait un pouvoir de conversion, enfin une probabilité de conversion qui est plus ou moins forte. Par exemple, quelqu'un qui clique sur le bouton « Aller sur votre site web », on peut se dire qu'il est proche de convertir. Quelqu'un qui a appelé sur le bouton « Appeler », généralement, si vous avez appelé, c'est qu'il l'a réservé. Donc, on peut se dire à 99,9% qu'en fait, c'est un vrai client. Et donc, ensuite, on prend votre panier moyen et aussi votre chiffre d'affaires mensuel. Et avec tout ça, on fait des calculs qui permettent de calculer effectivement qu'est-ce que vous a rapporté le marketing en termes de clients additionnels et en termes de CA additionnels. Et donc là, vous voyez sur les 6 derniers mois de ce client en particulier, on estime que le marketing digital, ça lui a rapporté entre 15 000 et 16 000 euros. Vous voyez par rapport à 16 000 clients, par rapport à la concurrence, il est bien mieux classé parce que peut-être que ses concurrents tout simplement ne travaillent pas correctement leur marketing digital. Et en termes de chiffre d'affaires additionnel, il est plutôt aux alentours de 530 000, 590 000. Et voilà. Et on voit ensuite le temps qu'il a gagné, bien évidemment, via l'utilisation de la Malouap. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, souvent, on a du mal à mettre, entre guillemets, du concret sur les actions qui se passent sur le numérique. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre exactement, le numérique, c'est là, mais moi, mon resto, il est là, ou mon hôtel, il est là. Donc, comment je sais que ça me rapporte réellement quelque chose? Justement, c'est via toute la data qu'on récolte sur les réseaux sociaux et sur les plateformes qu'on peut savoir qu'est-ce que ça nous rapporte exactement. Et donc, finalement, on passe d'une stratégie où l'empirisme, finalement, primait à une stratégie où, quelque part, on revient aux chiffres, à la science, entre guillemets, ce qui va permettre, finalement, de mesurer l'impact réel et ensuite de mener les actions correctives. Exactement. Et justement, donc, selon vous, quelle sera la prochaine grande tendance dans l'exploitation des données pour les professionnels du secteur HCR et quelles opportunités doivent-ils anticiper dès maintenant? Ouais, dans un premier temps, la tendance pour moi la plus importante, c'est tout simplement d'exploiter la donnée parce que elle est là et je pense qu'aujourd'hui on l'exploite pas assez ou du moins on n'a pas conscience du pouvoir qu'elle peut avoir, du fait que effectivement on doit adapter notre stratégie en fonction de cette donnée, mais qu'on peut aussi l'utiliser pour savoir comment mieux communiquer, qu'on peut aussi l'utiliser pour savoir combien ça nous rapporte exactement de poster sur Instagram et répondre à nos avis sur Google, mais aussi je pense
que le grand enjeu, ça va être de fidéliser ensuite via cette donnée-là, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que acquérir un nouveau client, ça coûte bien évidemment beaucoup plus cher que fidéliser tout simplement notre clientèle actuelle. Et comme je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est une super opportunité pour justement fidéliser en partageant du storytelling, mais aussi en tout simplement en échangeant directement par message, en interagissant quand un client, par exemple, va poster une story sur notre restaurant, etc. Ça permet de tisser du relationnel, tout simplement, et ce qui permet ensuite de fidéliser, bien évidemment, les clients. Et je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à l'intervention qu'il y avait juste avant. On a déjà eu pas mal de clients qui se sont fait pirater leur compte Instagram, tout simplement en recevant des mails de Facebook, Meta ou Instagram ou quoi. Donc faites vraiment attention quand vous recevez des mails en fait de ces plateformes-là, à bien déjà lire l'adresse mail qui vous l'envoie, parce que généralement Facebook il vous écrit pas depuis Gmail dans un premier temps. Et ensuite à bien vérifier que est-ce que vraiment si Facebook il avait ce truc-là à me dire, est-ce qu'il me l'enverrait par mail. Généralement non, tout se passe plutôt sur leur plateforme. Donc faites attention parce que vous pouvez aussi recevoir des mails qui sont très très bien faits de la part des réseaux sociaux et qui ensuite vous mettent un petit peu dans la mouise quoi. Bon, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions particulières? Vous avez combien de clients? Alors on doit être au-dessus de 1500 aujourd'hui maintenant. Et on est d'accord que quand vous parlez d'échanger des messages avec des clients, c'est sur des réseaux sécurisés de WhatsApp, pas juste un compte lambda. Alors, quand je disais de fidéliser, c'est ça la clientèle, là c'est tout simplement via Instagram, via la plateforme directement. Oui, c'est ça. Enfin, de manière globale, vous parlez alors. Je parle d'un restaurant, un hôtel qui lui veut fidéliser sa clientèle. Par exemple, il y a des clients qui vont venir chez vous, qui vont poster une story sur Instagram en vous taguant dans leur story, et vous allez pouvoir leur répondre par message justement en leur disant merci beaucoup pour cette story, etc. Et discuter de temps en temps avec eux. Voilà. Pardon. Au contraire, vous vous engagez sur un objectif? Non, on s'engage pas sur un objectif chiffré parce qu'effectivement ça dépend. Déjà, on a plusieurs formules, donc ça va dépendre si vous choisissez la formule référencement, la formule réseaux sociaux, etc. On s'engage pas sur un objectif chiffré, tout simplement parce que ça va dépendre tout d'abord de votre restaurant, de votre localisation, etc. On sait que un restaurant à Paris, on va pouvoir gagner des abonnés beaucoup plus rapidement qu'un restaurant en province, par exemple, ou voilà. Et après, ça va aussi dépendre de l'investissement du restaurateur parce que notre plateforme, c'est une plateforme où le restaurateur doit agir. Et donc, notre plateforme l'aide à centraliser en fait toutes les plateformes qui existent. C'est-à-dire qu'au lieu de se connecter sur Google, puis ensuite d'aller sur Instagram, puis ensuite d'aller sur Facebook, etc., nous, on centralise sur un seul et même site Internet. Mais effectivement, l'investissement du restaurateur va aussi déterminer en fait les résultats. C'est-à-dire, par exemple, le restaurateur doit récolter des avis et faire le travail pour récolter des avis dans son restaurant en sollicitant, par exemple, ses serveurs, en les formant au fait que la récolte d'avis, c'est hyper important. Et ensuite, effectivement, le restaurateur peut répondre à ces avis sur notre plateforme qui est la Malou App, mais ses résultats et sa visibilité sur Google va dépendre du nombre d'avis qu'il récolte par mois, par exemple. Vous faites quand même une promesse dans le pitch, même si c'est pas un objectif chiffré, d'améliorer le score sur Google, d'améliorer la dé sur Google. Oh, ouais. Est-ce qu'avec le recul que vous avez maintenant et le nombre de restaurants qui sont partenaires, vous pouvez confirmer cette promesse? C'est-à-dire que quand vous installez Malou, vous gagnez 0,2, 0,3, 0,4 dans le classement Google? Ouais. Nous, ce qu'on garantit à nos clients, c'est de gagner plus de temps déjà dans l'exécution du marketing digital, plus de visibilité et plus de clients. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend bien évidemment de l'investissement aussi du restaurateur. Mais après, bien évidemment que la solution marche. Sinon, effectivement, on n'existerait plus aujourd'hui. Mais ça marche et on essaye de mettre en place justement de plus en plus de choses pour aider les restaurateurs. Donc, par exemple, sur la récolte d'avis, on sait que c'est quelque chose qui peut être compliqué. On n'ose peut-être pas forcément aller vers le client et lui demander est-ce que vous pouvez laisser un avis, etc. Donc, on a développé des petits totems, des petits stickers où vous avez juste à poser votre téléphone dessus et ça vous emmène directement sur Google. Donc, on essaye en plus de ça de mettre des facilitateurs à disposition des restaurants pour les aider justement à améliorer leurs résultats. Oh, c'est des parents. Moi, personnellement, je suis utilisatrice de Mackie depuis le début et c'est vrai que je confirme, c'est-à-dire que je peux avoir 10 établissements qui fonctionnent à Malou avec des typologies différentes, des bistronomiques, couverture continue, même des bars.
Et ça a gagné aussi bien en référencement, c'est-à-dire que pour dire qu'on était fermé Google, on a des événements exceptionnels parce qu'on nous permet de centraliser. Ça nous a permis également de gagner beaucoup de temps avec nos personnes qui sont dédiées à ce que l'on a beaucoup d'univers qui sont différents, sachant qu'on en a beaucoup. J'ai peut-être 5 personnes qui sont dédiées aux réseaux sociaux en interne et avec des multi-concepts. Et après, en fait, ça nous permet aussi de répondre aux avis, puisqu'en fait, ils nous mettent vraiment en évidence les plus et les moins, qui fait que l'opérationnel va plus savoir si le serveur, si le plat était chaud, si j'en sais rien. Oui. En fait, on a les fondamentaux et en fait, comme ça, ils peuvent réagir. Et donc, en fait, Mali nous relance quotidiennement pour nous dire qu'on n'a pas répondu à tel ou tel avis. Alors, ça nous de paramétrer l'ambiance, mais ils nous relancent. C'est très intéressant parce que là, on a l'exemple même que comment des données, l'exploitation de données va finalement influencer les procédures internes. Et comment finalement, c'est exactement ça. Le principe que chaque avis est réel. Et donc à partir de là, vous modifiez, ce qui a modifié, c'est un indicateur, un déclencheur d'une procédure particulière ou d'une amélioration particulière. Ça, effectivement, c'est un témoignage très intéressant qui vous démontre qu'effectivement, l'exploitation de données va vous permettre de rentrer dans un cercle d'amélioration continue. C'est ça aussi. Vous pensez quoi là de la vague de faux avis positifs qui est en cours en ce moment sur les établissements avec 5 étoiles contre rémunération? Bah, c'est très dangereux dans un premier temps. Je sais qu'il y a des établissements de l'hôtellerie et de la restauration qui font ça. Je sais qu'il y a également des médecins qui font ça. Donc faites attention aussi quand vous cherchez un dentiste. Mais non, c'est bien évidemment très dangereux d'acheter des avis et c'est la même chose pour les abonnés sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui sont bien évidemment très facilement repérables tout simplement par les différentes plateformes comme Google, Instagram, etc. et qui peuvent risquer du coup de faire bannir la page. Nous, on propose des solutions qui sont Google friendly entre guillemets, c'est-à-dire on vous met à disposition un QR code et puis le client lui a juste à scanner ce QR code pour accéder directement voilà. Il n'empêche que vos établissements peuvent être la cible de ce genre de... Ah ok, vous voulez dire des gens qui achètent pour une autre page, pour un concurrent? C'est de l'arnaque. Oui, ok. Mais par exemple, vous n'avez pas eu encore de cas où un pseudo-client met un mauvais avis en disant ouais, le restaurateur a essayé de m'acheter ou vous n'avez pas eu ce cas encore? Si, de temps en temps, mais effectivement, on n'a pas eu des attaques de masse entre guillemets ou voilà. Mais réussi à faire enlever les avis? Ouais, de toute façon, ce qu'il faut mettre en place dès que vous avez des faux avis globalement, c'est tout de suite contacter le support Google. Ils sont assez réactifs. Signaler l'avis en fait. Vous pouvez le signaler en masse. En fait, plus vous allez signaler, plus ça va faire un warning auprès de Google. Donc typiquement, le dernier cas que j'ai en tête, c'est un client effectivement où il a eu une vague de 13-14 avis de personnes qui n'étaient pas venues juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'origine d'un plat dans le monde et du coup en fait on a tous signalé l'avis, en fait le client a signalé l'avis, nous chez Malou on a aussi signalé l'avis et au fur et à mesure les avis plusieurs personnes signalent le même avis. Exactement et après il a été supprimé quoi. Voilà. Après, je dis pas que ça marche à chaque fois. Ne faites pas ça pour tous les avis négatifs que vous recevez parce que voilà, ça marchera pas à chaque fois. Non, mais c'est vrai que dans un restaurant français, quelqu'un qui vous dit le kebab était bon, enfin, je veux dire, Il y a aussi une technique qui consiste à recueillir des avis en interne et de les faire remonter sur le Google en mettant un filtre, en remontant que les avis qui sont très positifs. C'est-à-dire? Moi, c'est qui m'a parlé de ça? Un de nos adhérents qui a une grosse structure. Ils collectent des avis en interne dans un système de QR code. Le client laisse son avis dans le restaurant, mais ils nous font remonter sur les réseaux, remonter sur le Google, que les avis qui dépassent 4,5 par exemple. Oui, bien sûr. Tous les avis à 3,5, 4 ne remontent pas. Ils restent à usage interne pour le guide interne, mais ils ne remontent pas sur les réseaux. Ça, c'est ce qu'on fait chez Malou, notamment avec nos totems. Ouais, c'est ce qu'on fait. Et en fait, après,
Ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, l'important de l'avis négatif, c'est que vous ayez le retour. Et donc nous, les avis négatifs, ils apparaissent sur la Malouapp et vous pouvez les lire et vous pouvez les consulter et en tirer les conclusions et récolter la donnée que vous voulez. Et ensuite, effectivement, comme on disait tout à l'heure, avoir vos rapports et le transmettre à l'opérationnel pour dire on veut plus que ça se déroule comme ça, etc. Mais effectivement, ouais, c'est des choses qui existent, qui sont pas pénalisées par Google. Mais c'est les fameuses puces NFC. C'est ça, exactement. Nous, ouais, ça. C'est inclus en fait dans les petits supports que notamment Microsoft pose. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une programmation qui fait que à partir de telle note, ok. Sinon. Mais en fait, ouais, tout simplement, c'est que quand vous scannez du coup la puce, vous avez les étoiles qui s'affichent directement. Mais ça, en réalité, c'est le cas chez Malou, mais c'est le cas sur plein d'autres services. Mais depuis des années, vous voyez, quand vous avez le NPS noté de 0 à 10, si vous mettez 10, ça vous amène sur Google, et si vous mettez 3, effectivement, c'est une page en interne. Et donc, nous, c'est ça, c'est 1, 2, 3 étoiles. Vous pouvez l'activer, vous pouvez le désactiver, vous pouvez choisir que, effectivement, il y ait que les avis 4 et 5 étoiles qui aillent sur Google, ou 5 étoiles, ou tous. Mais du coup, ça vous emmène sur une page qui est interne à Malou, où en fait, le client, du coup, déverse un petit peu son mécontentement, et ça reste sur Malou, vous pouvez le consulter. Mais par contre, ça n'apparaît pas effectivement sur Google. J'ai une petite question pour me faire l'avocat du diable un tout petit peu par rapport au sujet qu'on évoquait avant, c'est-à-dire la question de la cybercriminalité et de la porosité. En fait, vous êtes une belle application, un beau dashboard en fait de connexion entre nous-mêmes, établissements, et le monde extérieur en quelque sorte. Comment est-ce que vous sécurisez finalement cette porte d'entrée voilà, parce que nous on s'en sert, moi je m'en sers aussi. Très bien d'ailleurs, mais vraiment la question que je me pose, c'est cette porosité et cette forme d'ouverture sur le monde extérieur par rapport notamment au débat qu'on avait tout à l'heure. Ouais, c'est une excellente question. Je vous avoue que je travaille pas sur la partie technologique, donc je pourrais pas vous donner énormément de détails. Ce que je peux vous dire, c'est que toute la partie données de paiement, etc., de vous, c'est-à-dire les clients, c'est pas du tout stocké déjà sur la Malouapp. Donc déjà, ça, voilà, tout ce qui est paiement, etc., c'est sur des applications tierces qui, elles, sont sécurisées. Et nous, on prend pas en charge cette partie-là, justement, parce que effectivement, c'est des sujets de sécurité qui sont hyper importants et aussi très difficiles à mettre en œuvre, à développer, etc. Et donc après, nous, notre job, c'est effectivement de sécuriser vos accès à la Malouapp, donc pour pas qu'on puisse pirater vos mots de passe, etc., ce qui est fait. Et ensuite, on a, nous, de notre côté, aucun mot de passe à vous, c'est-à-dire qu'on n'a pas vos mots de passe à Google, on n'a pas vos mots de passe à Facebook, etc. C'est purement via l'API Google, en fait, ou l'API Instagram, qu'on va pouvoir avoir accès. Donc nous, on n'a déjà aucun mot de passe sur vous, ce qui est vraiment oui, ça j'imagine bien, mais vous avez, j'imagine, du développement important par rapport aux API, par rapport aux interconnectivités entre justement toutes les grosses applications, votre dashboard et puis nous en fait, vous voyez. Ouais, c'est ça. En gros, nous on fait des appels tout simplement. Ouais, on fait des appels à Google, Instagram, etc. On a leur API, donc je ne saurais pas vous expliquer les termes exactement techniques, mais voilà. Et après, nous notre job, c'est justement de sécuriser toute la base de données. Donc on a une équipe tech qui bosse là-dessus à temps plein. Ils sont 10 au total et donc ils travaillent à développer les fonctionnalités, mais aussi à sécuriser la base de données Malou. D'autres questions sur le sujet? Merci. En tout cas, merci beaucoup Lisa. Merci. Alors après la fidélisation, et donc pour finalement pérenniser la clientèle et l'augmenter, on a donc le deuxième axe, le deuxième levier de performance, qui est comment les données peuvent-elles optimiser vos opérations et comment finalement rentrer dans de nouveaux modes de gestion, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une nouvelle ère. Comment gérer mon entreprise via l'exploitation des données. Et là, on s'aperçoit que les sujets, finalement, sont innombrables. On a passé de 2 heures pour développer tout ce que vous pouvez faire avec des données. Mais là, le but, c'est plutôt de vous montrer quelques exemples. Les données que vous recueillez peuvent, finalement, par exemple, sur les habitudes alimentaires de vos clients, pendant un restaurant, vous avez exactement, finalement, vous pouvez très bien comptabiliser le nombre de typologies de plats
qui ont du succès, à quelle heure de la journée, quel jour, en fonction de la météo. Bref, il y a plein de croisements à faire pour vous permettre de constituer des menus ciblés qui correspondent à votre clientèle pour lutter contre le gaspillage aussi alimentaire, très clairement. Ça va être finalement l'exploitation de données pour automatiser des procédures internes, que ce soit finalement pour remplir, je pense aux ressources humaines, on remplit des formulaires à foison, et bien finalement il y aura des logiciels qui vont vous permettre d'automatiser certaines déclarations, de remplir certains formulaires de manière automatique, de même que peuvent être automatisées toute une série de tâches. Ça va être finalement des mails automatiques, ça va être des validations, donc au sein de votre structure, d'avoir des procédures automatisées et qui vont vous permettre aussi surtout de constituer un tableau de bord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'exploitation des données, chaque chef d'entreprise a la possibilité d'avoir en temps réel tous les indicateurs de performance de vos établissements et d'avoir une cartographie au jour le jour de l'état de votre marge, l'état de vos achats, les dysfonctionnements, les remontées, par exemple typiquement s'il y a des remontées négatives de clients, d'avoir en temps réel la remontée, une alerte qui va finalement vous permettre d'être l'élément déclencheur pour changer la procédure. Ça va être aussi, si vous êtes propriétaire d'immeubles, de gérer la maintenance, l'entretien, les consommations d'électricité, de fluide. Toutes ces données-là liées à la gestion des immeubles, vont pouvoir être exploitées pour, soit améliorer les process et diminuer les consommations de fluide, par exemple, soit faire en sorte, que vous ayez un monitoring très pointu sur la gestion de vos établissements. Et il faut vraiment prendre conscience que tous les supports que vous avez, toutes les applications que vous avez, les terminaux de paiement, très clairement, aujourd'hui, ça ne fait pas qu'enregistrer des transactions. Derrière, il y a plein de données que vous pouvez exploiter sur les habitudes de vos clients et qui vont avoir un impact sur la manière dont vous allez finalement faire des offres promotionnelles, comment vous allez pouvoir attirer le challenge, j'ai envie de dire. Et je dirais que la seule limite en matière d'exploitation de données, alors oui, bien évidemment, c'est le RGPD, ça c'est une limite légale, mais quand on reste dans les clous, c'est surtout votre créativité, c'est-à-dire que c'est d'identifier finalement, le but c'est que vous ayez déjà identifié tous les points de friction de vos établissements, là où ça ne va pas, qu'ensuite vous voyez comment les données que vous récoltez peuvent vous permettre de trouver une solution ou du moins de monitorer votre établissement et à partir de là de choisir les outils technologiques qui vont vous aider dans cette démarche. Et donc aujourd'hui, grâce à l'exploitation de données, comme on le disait tout à l'heure, on va passer d'une gestion empirique, parfois on fait les choses parce qu'on sent bien, parce qu'on a l'habitude ou parce que on a l'intime conviction que c'est la bonne décision à prendre. Et là, avec l'exploitation des données, on passe vers une gestion qui va se devenir un peu plus scientifique. Les données, on a les chiffres, finalement, on va pouvoir démontrer que, et c'est cette finalement logique, je dirais en même temps mathématique, qui va vous permettre d'augmenter la valeur de votre entreprise. Et c'est finalement tout le sujet aujourd'hui, c'est comment tous les efforts que je fais en matière de sécurisation, tous les efforts que je fais en matière d'exploitation, comment cela peut avoir un impact sur la valeur de mon entreprise. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de données qui vont être des preuves de performance pour vos investisseurs ou pour vos potentiels repreneurs. Ça va être le taux de fidélisation des clients, la rentabilité par mètre carré ou par employé, l'historique des pics de fréquentation, autant de données qui, si elles sont bien structurées, mises à jour et claires, peuvent être finalement des éléments en faveur pour justifier tel investissement, pour justifier la valeur de votre entreprise. Aujourd'hui, un investisseur ou un repreneur, il ne veut plus prendre de risques, surtout par les temps qui courent, l'emprise de risque elle est plus limitée. Donc, si vous lui apportez sur un tableau des chiffres qui vont lui garantir quelque part qu'il va avoir un retour sur investissement, ça se passera toujours plus rapidement et mieux que si effectivement vous restez dans l'empirisme et dans l'affect. Donc pour nous éclairer sur cette valorisation du fonds de commerce via les données, nous avons maître Jérôme Ligard, avocat au barreau de Paris,
qui va nous expliquer comment concrètement augmenter la valeur de ce fonds de commerce. Alors Jérôme, en tout cas, merci d'être parmi nous et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première session dans le cadre de la valorisation d'un fonds de commerce dans le secteur HCR. Quel rôle joue une gestion efficace des données, notamment en ce qui concerne l'exploitation et la sécurisation des données, et en quoi ces éléments immatériels peuvent-ils impacter concrètement la valeur perçue par les repreneurs et influencer les négociations? Alors effectivement, la gestion efficace des données est un levier important et va devenir un levier stratégique pour la valorisation des fonds de commerce dans le domaine des HCR. Alors il faut savoir qu'une base de données client qui va être bien exploitée va permettre notamment une exploitation directe par le repreneur de ces bases, et donc il va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires puisqu'il va, grâce à des programmes de fidélisation, ou encore améliorer sa rentabilité puisque vous allez pouvoir analyser les comportements de consommation de vos clients. Ensuite, ça va vous apporter un avantage concurrentiel. N'oubliez pas que tous vos concurrents ne sont pas aussi équipés que vous. Et enfin, ça va éviter les risques juridiques post-acquisition. Alors, une mauvaise gestion ou une non-conformité des données peut avoir plusieurs conséquences. D'abord, elle va entraîner des risques de sanctions. Elle va ensuite nuire à la réputation de l'entreprise, entraîner une perte de clientèle et évidemment faire baisser la valeur de votre fonds aux yeux de vos futurs acquéreurs. Et dans le cadre d'une situation d'acquisition ou d'investissement dans un fonds de commerce, dans quelle mesure les acheteurs ou les investisseurs sont-ils sensibles à cette gestion des données et accordent-ils vraiment l'importance, on le dit là aujourd'hui, mais quelles sont finalement les garanties qu'ils accordent vraiment l'importance à la qualité des données collectées, mais aussi à leur sécurisation et leur conformité aux réglementations comme le RGPD, et en quoi ces aspects peuvent-ils influencer leur perception de la valeur du fonds de commerce? Oui, alors les investisseurs sont évidemment de plus en plus attachés et attentifs à la gestion des données et à la protection des données personnelles, parce qu'ils y voient un potentiel important, pas juste un risque. Surtout aujourd'hui dans un contexte de sanctions qui peuvent être lourdes, on parle de 2 à 4% du chiffre d'affaires, et surtout les contrôles sont de plus en plus importants et ne touchent plus que les gros, touchent aussi les petites entreprises. Donc un investisseur, il va vouloir s'assurer de plusieurs choses, et notamment que la collecte et l'exploitation des données respectent la réglementation. Ensuite, que les données sont sécurisées et qu'elles sont bien structurées, notamment pour éviter les risques de fuite. Et enfin, que l'entreprise dispose d'une politique de conformité claire avec des registres, avec des mesures de sécurité. Et lors des négociations, l'intérêt va varier en fonction de vos interlocuteurs ou de vos acheteurs. Pour les nouvelles générations, c'est vital, les données, c'est extrêmement important. Et pour les investisseurs plus expérimentés, c'est grâce à leurs conseils qu'ils vont se rendre compte de la valeur de ces données et comment ils vont pouvoir les exploiter à l'avenir. Donc il y a dans ce contexte, c'est vraiment important d'avoir un accompagnement juridique, voire judiciaire, pour certaines fuites. Et les acheteurs, par l'intermédiaire de leurs conseils, vont analyser plusieurs éléments dans le cadre de l'audit d'acquisition de votre fonds de commerce. Et l'audit, souvent, porte sur 4 points principaux. D'abord, ça va porter sur la qualité et la structuration des données. Alors, en pratique, l'acheteur va vérifier que vos données sont exploitables. Ensuite, on va vérifier la conformité au RGPD et tout ce qui touche aux autorisations de collecte, à la durée de conservation ou encore aux finalités de traitement. On va aussi regarder les mesures de cybersécurité qui ont été mises en place, les protocoles de protection, les sauvegardes, c'est extrêmement important. Et enfin, on va vérifier l'historique des violations ou des contentieux liés à la violation des données. Il est évident qu'un fonds de commerce conforme va inspirer confiance, il va limiter les risques post-acquisition de la part des acheteurs et joue évidemment un rôle dans la valorisation. D'une manière générale, et je voudrais un peu élargir le débat, on parle de fonds de commerce conforme aux normes, au même titre que la conformité normes incendie, normes accessibilité. Aujourd'hui, vous devez considérer la conformité des données comme une nouvelle norme. Et quand vous avez un acheteur, il voit que tout est propre, tout est clair, le fonds est aux normes, il n'y a jamais de négociation sur le prix. Par contre, quand il voit qu'il y a des normes qui ne sont pas à jour, il va rentrer en négociation. Et puis il va se poser la question de savoir qui va payer cette mise aux normes. Et quand vous êtes un vendeur, que l'acheteur va vous dire c'est à vous de mettre aux normes, je vous achète, je vous réduis votre prix, et c'est moi qui vais bénéficier du retour sur investissement, là, les vendeurs, ils sont moins contents. Donc moi, j'invite mes clients en amont des sessions, quand ils commencent à vouloir envisager la cession de leur fonds de commerce,
de faire un audit et pour bénéficier justement du retour sur investissement, du retour sur investissement de la mise aux normes. Il faut savoir aussi que les acheteurs voient dans la gestion dans la bonne gestion des données une possibilité de développement, puisque des données aux normes mises à jour sont exploitables immédiatement. Ils achètent un hôtel, un restaurant, ils vont tout de suite pouvoir communiquer dessus. À l'inverse, si elles ne sont pas mises aux normes, une négociation va s'instaurer sur le prix. Donc c'est vraiment très important d'avoir une gestion rigoureuse et sécurisée, et ça va rassurer les investisseurs, et surtout ça va éviter la négociation sur le prix. Et alors, pour rebondir sur effectivement la gestion rigoureuse et sécurisée, quand ce n'est pas le cas, quels sont les risques juridiques pour une entreprise du secteur HR en cas de mauvaise gestion, de violation des données? Quel type de litiges peuvent en découler? Et comment ces incidents affectent-ils la valorisation du fonds de commerce à court et long terme? Et quelles mesures juridiques immédiates, parce que tout à l'heure on a vu les réflexes un peu techniques, mais quelles mesures juridiques immédiates peuvent être prises pour limiter les impacts financiers et réputationnels? Oui, alors ça va entraîner plusieurs risques. D'abord, vous avez les sanctions administratives, la CNIL qui va vous tomber dessus pour non-respect des règles de la réglementation RGPD, avec des sanctions, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont de plus en plus lourdes, et puis beaucoup de contrôles, même sur les petits maintenant. Vous allez avoir des contentieux clients, avec des sanctions pénales à la clé pour utilisation abusive ou fuite de données. Vous allez avoir une atteinte à la réputation qu'il va falloir gérer, avec une perte de clientèle, une perte de chiffre d'affaires qui va en découler, et enfin des risques de cyberattaque. Évidemment, quand vous avez un acheteur et vous lui montrez que vous avez un historique de litige, la valeur du fonds il va diminuer parce que ça va lui faire peur. On a eu un très bon exemple aujourd'hui avec Madame, mais je citerai un exemple d'un hôtel en Autriche qui s'était fait pirater ses serrures, et donc qui pendant plusieurs heures voire plusieurs jours ne pouvait plus exploiter son hôtel, avec des clients dans le luxe, vous imaginez, qui ne pouvaient pas accéder à leur chambre. Donc il y a une atteinte à la réputation, une perte de chiffre d'affaires, et puis bien évidemment dans les mois qui suivent moins de réservations. Alors les mesures à mettre en œuvre quand vous êtes confronté à une cyberattaque ou une fuite de données, c'est notifier à la CNIL sous 72 heures, je rentre pas dans le détail, mais ça dépend du risque en fonction de certains droits qui sont violés ou d'un niveau de gravité. Vous devez informer les clients concernés si nécessaire, corriger évidemment les failles de sécurité comme ça a été expliqué, et puis communiquer de manière transparente. Moi, dans les opérations que j'ai suivies, les erreurs les plus courantes, c'est quoi? C'est d'abord le manque de transparence, ensuite la mauvaise gestion des failles, la mauvaise protection des données, et puis le manque de préparation à la réponse aux incidents. Et c'est des sujets sur lesquels on alerte en amont nos clients pour qu'ils soient prêts en cas de cyberattaque. Donc justement, dans ce contexte-là, quel rôle peut jouer un avocat ou un conseiller juridique pour aider une entreprise à préparer et valoriser ses données, et quelles démarches préalables recommanderiez-vous pour sécuriser la valorisation du fonds de commerce avant une vente ou un investissement? Tout d'abord, l'avocat il va vous aider à faire un audit de votre conformité, la conformité de vos bases de données RGPD, et évidemment vous indiquer les mises à jour à faire. Ensuite, on va déterminer les données transférables, parce que toutes les données ne sont pas transférables. Notamment, on va isoler les données qui nécessitent un consentement. Et puis, on va vérifier toutes les clauses de vos contrats, de vos conditions générales de vente, pour savoir si ces données sont portables ou pas, si elles sont vendables à votre futur acquéreur. Et puis, on s'occupe évidemment de la rédaction de l'acte de cession, dans lequel on intègre aujourd'hui des clauses de plus en plus développées sur les données personnelles. Et puis, évidemment, on apporte toute notre expérience en matière d'acquisition de fonds de commerce. Et à votre avis, comment évoluera la valorisation des données dans le secteur HR dans les prochaines années, et quels changements juridiques ou réglementaires pourrait-on anticiper qui pourraient influencer la manière dont les données contribuent à la valorisation du fonds de commerce? Oui, tout d'abord, il y a une tendance évidente à la digitalisation des données. Les données de nos clients deviennent désormais un actif clé. Attention à l'utilisation des IA, comme vous le rappeliez tout à l'heure, et privilégier l'utilisation d'IA éthiques qui respectent la vie privée et qui garantit des décisions justes.
Il y aura probablement un renforcement de la réglementation et les contrôles. Les renforcements, ils sont déjà là. Et puis, on le voit tous les jours dans nos acquisitions ou dans nos ventes. Hein, les investisseurs sont vraiment de plus en plus exigeants sur les données et sur la conformité de l'exploitation des données. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire, un audit, se remettre en question pour que vos fonds de commerce soient aux normes et que vous n'ayez pas de discussion sur la valorisation de votre fonds lors de la revente. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Parfaitement clair, très bien. Parfait. Ah, oui. Est-ce que vous avez des modèles d'IA éthiques? Oui, enfin. Alors, tout dépend dans quoi, pourquoi faire, parce qu'en fait, c'est en fonction finalement des. Par exemple, de l'intelligence artificielle générative. Alors, pour les IA génératives, bonne question. Aujourd'hui, on a finalement des IA génératives allemandes. Parce que, alors, par exemple, tout ce qui est Mistral AI et compagnie, tout le monde dit que c'est français, c'est magnifique. Le problème, c'est que Microsoft est tout capital et que les installations, c'est Microsoft. En fait. Donc, on a toujours ce problème de droit extraterritorial qui nous pourrit la vie. On a des IA génératives allemandes, mais qui sont plus destinées aux professionnels. C'est-à-dire que si vous avez un projet particulier, vous pouvez leur soumettre le projet et ils vont vous faire des IA sur mesure. Il y a aussi un axe qui est très peu utilisé, mais on a quand même en France des chercheurs qui sont excellents. Que ce soit à Paris-Saclay, vraiment des chercheurs en IA qui même sont spécialisés. Et d'ailleurs, dans une prochaine conférence, on aura des chercheurs qui créent des partenariats avec des entreprises ou des secteurs pour construire des IA éthiques, vraiment conformes à vos besoins. Et c'est vraiment un partenariat université, centre de recherche, secteur professionnel qui est sous-exploité en France et pourtant qui est la règle aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. Donc le but, c'est vraiment, là aussi dans les prochaines conférences, justement, c'est de vous montrer comment on peut faire des IA sur mesure et qui soient vraiment conformes à tout votre cahier des charges et votre stratégie. C'est vraiment ça. Juste tu peux expliquer à tout le monde ce que c'est que la soumission au droit extraterritorial. Oui. C'est juste un point. Alors, aujourd'hui, dès lors que vous utilisez une technologie chinoise ou américaine, vous avez deux droits qui s'appliquent, le droit américain et le droit chinois. Le droit américain, c'est le fameux Cloud Act, qui va s'appliquer à partir du moment où vous utilisez une technologie américaine, donc que ce soit pour stocker des données, donc Amazon, Meta ou Google, enfin bref, Microsoft, le gouvernement américain a le droit de capter des données à partir du moment où il y a, alors comme ils disent, une suspicion d'infraction. Donc la suspicion d'infraction, elle est vraiment vue d'une manière très 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 large. Et en fait, après enquête, d'ailleurs le DSI de Microsoft l'a avoué, il dit lui-même que le DSI de Microsoft, donc effectivement, a régulièrement pour des sujets très sensibles, parce qu'aujourd'hui les États américains et chinois, ils sont dans une guerre de l'intelligence artificielle. Donc plus ils capteront de données sensibles, plus ça alimentera leurs poulains, que sont les big tech, ce sont presque des entreprises d'État, on va dire, et pas du moins au service de l'État, et pour capter des données soit d'entreprises qui auraient tendance à un peu trop empiéter sur les intérêts américains. Donc à partir du moment où vous avez toutes vos données, et quand on sait que 80% des entreprises du CAC 40 sont chez Amazon, donc vous voyez un peu le c'est QFD. Oui, voilà. Donc on se dit, parfois on se demande pourquoi on perd des appels d'offres, mais bon, la solution elle est plutôt ici. Et et pour la Chine, c'est encore plus assumé parce que la loi chinoise de 2018 dit très clairement que toutes les entreprises chinoises de la tech doivent transférer les données au Parti communiste chinois ainsi que les clés de chiffrement. C'est une loi. Les portables et les téléphones portables, tous vos téléphones portables chinois, ça passe directement au Parti communiste chinois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même toutes les entreprises chinoises ont l'obligation d'avoir un bureau dédié à un représentant du Parti communiste chinois. On veut dire jusque donc en fait. C'est pour ça quand je dis que le choix technologique est un choix politique
politique désormais, c'est que tous les chefs d'entreprise doivent avoir certains réflexes. On ne vous demande pas d'être des pros de la tech, mais d'avoir un cahier des charges. Et c'est ce cahier des charges qu'on va mettre dans le guide pour que vous checkiez, en fait, et vous posiez les bonnes questions à vos fournisseurs surtout. Parce que quand on vous dit « Non mais vous inquiétez pas, on est français, nos serveurs sont en France », non mais le sujet il n'est pas là, parce que le droit américain, que le serveur soit au Mozambique, au fin fond de la Creuse ou aux États-Unis, c'est la même chose. Ils ont le droit de prendre les données. Donc effectivement, ce volet, et en plus, on est dans vous voyez bien l'actualité actuellement, la géopolitique, c'est quand même assez nouveau, les relations internationales sont un peu tendues. Donc, suivant finalement, je dirais, le vent, eh bien, certaines technologies vont être interdites. Regardez aux États-Unis TikTok, parce que finalement, on regarde des situations tendues avec la Chine, risque d'être racheté par des entreprises américaines. Parfois, certaines entreprises vont être interdites, purement et simplement. Et au milieu, vous avez vous, professionnels, comment naviguer? Le but, c'est de créer un système d'information le plus résilient possible, qui va passer entre les gouttes de la géopolitique, et c'est toute la complexité. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous faire accompagner pour être sûr de quoi qu'il se passe. Vous serez là et vous résisterez. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a donc été dit, ou on peut dire les quelques mots de la fin? Non, donc au plus j'espère que vous repartez aujourd'hui. Alors bon, c'est vrai qu'en 2 heures on peut pas non plus être exhaustif, mais au moins avoir finalement des réflexes. Vous avez pu apprendre certaines choses. Et très clairement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est ok, vous nous avez dit tout ça, comment on fait maintenant? Eh bien, et combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? Moi, je pars du principe que parce qu'on a été un peu trop, je dirais, picousés c'est gratuit, tout est gratuit. Et moi, je pars du principe que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, c'est pas tant que ça coûte, c'est combien vous allez investir, combien ça va vous rapporter. Oui, c'est ça. Parce que finalement, ça veut rien dire combien ça coûte. Ça peut vous coûter effectivement, imaginons 100 000 euros. Si ça vous en rapporte 3 millions, vous dites, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment le rôle de surinvestissement. Et c'est ça effectivement la question à poser. Combien ça va vous rapporter concrètement, et surtout le temps. Il va falloir le temps de latence pour que vous ayez vos premiers retours sur investissement. Parce qu'il ne faut pas que vous ayez vos retours sur investissement dans 3 ans, dans 4 ans. Il faut que ce soit immédiat. Et ça, en revanche, quand c'est bien fait, quand il y a des bons audits et les bonnes solutions, vous avez un retour sur investissement dès la première année de mise en place de du nouveau mode de gestion. Donc, effectivement, le but, ça va être de choisir, de bien s'entourer. C'est tout l'enjeu. Là, ça va être le vrai défi. Le GHR Paris-Île-de-France est là aussi pour vous accompagner. Et c'est aussi avec des initiatives comme celle-ci, des échanges que nous avons, et puis les ressources, les livrables, comme qui vont finalement être publiés tout au long de ce cycle de conférences, et bien que nous construisons ensemble un secteur HCR plus fort, plus compétitif et mieux préparé aux défis de demain. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop épuisé. Non, vraiment super. Et je vous dis finalement à la prochaine conférence, qui sera finalement sur l'IA, pourquoi faire, booster votre rentabilité tout en séduisant vos clients. Merci beaucoup.